Au milieu de toute cette tranquillité de son intérieur, admirant sa belle et douce tête pâle encadrée de ses cheveux noirs, je me suis calmée. Elle semblait d'une humeur taciturne que rien ne pouvait surmonter. Je lui ai demandé la raison de sa tristesse. Elle m'a reproché ma vivacité envers Planche. C'est un homme honnête et intelligent, un ami véritable. Ses conseils me sont précieux. Ne le fâchez pas, s'il vous plaît, par vos manières spirituelles. C'est peu charitable. Il sait qu'il est ennuyé parfois. Il me l'a dit un jour. Je ne puis pas dire bonjour sans avoir l'air d'enseigner. Et si sa critique est féroce, il faut passer outre. J'ai haussé les épaules et récité deux vers. Je ne fais pas grand cas pour moi de la critique. Toute mouche qu'elle est, c'est rare qu'elle pique. Planche n'est pas un homme pour elle. Il exerce une mauvaise influence. Elle devrait se détacher de lui. Est-ce vraiment mon attitude envers Gustave qui vous rend si triste ? Me suis-je étonnée. Non, bien sûr que non. C'est juste le piège du quotidien. La vie est parfois difficile à supporter. Je suis accablée de travail, de fatigue et souvent de maladie. C'est avec bien de la peine que j'arrive à couvrir la gêne où j'ai été longtemps et les petites dettes que j'ai contractées. Ces derniers temps, il a fallu terminer l'Élia, réfléchir sur Sénancourt, pondre des nouvelles. Et je ne suis pas sûre que la pièce que je dois à la revue soit bonne. En ce moment, je ne peux écrire quelque chose de gai. Je suis dans un très grand découragement. Je sens au fond de l'âme une misère insupportable, un malaise inexprimable qui fermente. Est-ce à cause de votre intérêt envers Sénancourt, ou bien est-ce Obermann qui a déteint sur vous, ou bien est-ce Obermann qui a déteint sur vous, ou peut-être René. Je ne sais pas, chacun d'eux subit le spleen, mais il y a une grande différence entre ces deux figures. René personnalise le génie sans volonté. Obermann, l'élévation morale sans génie. Le héros de Chateaubriand dit « Si je pouvais vouloir, je pourrais faire ». Obermann dit « À quoi bon vouloir, je ne pourrais pas ». René est l'aigle blessé qui reprendra son vol. Obermann est cet oiseau des récifs à qui la nature a refusé des ailes. Sénancourt décrit la rêverie dans l'impuissance. Son héros est une mâle poitrine avec de faibles bras. Une pareille donnée psychologique ne peut être confondue avec aucune autre. C'est une douleur très spéciale, peu éclatante, assez difficile à observer mais curieuse. Comme elle les a bien analysées, son intelligence me ravit. Je me suis étonnée. Vous sentez-vous tenté par le sort d'Obermann, terminer votre vie dans la solitude, l'inaction et la mélancolie? Non, ce livre est un chant triste et incessant sur lui-même. Fatigué de n'être rien, il se résigne à n'être plus, il s'obscurcit, il s'efface. Après s'être aperçu de l'infini entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, il renonce. Moi, la contemplation et l'oisiveté ne me conviennent pas, peu m'importe le génie. Je ne recherche pas la postérité, je vis du mieux que je peux, je cherche une forme de sérénité, je suis très ordinaire. J'aimerais tant arriver à l'insouciance qui est tout sauf de l'indifférence, mais qui permet de surmonter les maux de la vie. Vous y parvenez, lui assurai-je, avec vos propres armes. Elle a secoué la tête. J'ai, comme tout le monde, des jours de volonté grave et de saine résignation, mais j'ai aussi des jours d'inquiétude, de souffrance, d'ennui mortel. À certains moments, je suis si déplorablement sombre que je suis prête à m'aller noyer. J'ai espéré dans l'écriture pour me sortir de mon misérabilisme, et en fait, je m'abîme dedans. Ce soir, c'est la 3e nuit que je m'épuise à marcher dans ma chambre, à tailler ma plume et à me frapper le front, dans l'espoir d'en sortir des idées. Si vous en trouvez une dans un coin de la pièce, vous me feriez plaisir en me la rapportant. Je me sens impuissant, mon petit talent s'est couché, paresseux, insensible à l'aiguillon de la volonté. J'ai beau en appeler à l'inspiration divine, j'ai l'impression que l'Esprit Saint a perdu ses ailes et que Dieu le Père est sourd. Je n'ai plus qu'à invoquer la lune si je ne veux pas finir au fond du lac. Réponse de Musset, mais ceci est en italique. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je lis. Votre maladie n'a rien de plaisant, quoique vous ayez envie d'en rire. Il serait plus facile de vous couper une jambe. Ah oui, c'est en italique parce que ça doit être précisément sorti de la plume de Musset, peut-être une lettre, etc. Votre maladie n'a rien de présent, quoique vous ayez envie d'en rire. Il serait plus facile de vous couper une jambe que de vous guérir. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de cataplasme à poser sur le cœur. Ne regardez pas trop la lune, je vous en prie, et ne mourrez pas avant que nous n'ayons exécuté ce beau projet de voyage dont nous avons parlé. Voyez quel égoïste je suis. Vous dites que vous avez manqué d'aller dans l'autre monde. Je ne sais vraiment pas trop ce que je fais dans celui-ci. Pas plus qu'un autre, je ne connais le secret du bonheur. Mais je sais une chose, que la compagnie des âmes qui se répondent et se comprennent est la plus douce des consolations. Et je sais lire en elle. C'est une femme qui se caparaçonne, jugule ses émotions alors que tout en elle se craquelle. Même si l'amour est un fantôme que nous poursuivons sans voir où nous mettons les pieds, même si la chute est probable, les cimes que l'on atteint grâce à lui en valent la peine. J'ai rarement parlé d'amour avec elle. J'avais compris que la séduire allait être plus compliqué que je ne le pensais. Toutes les fois qu'il m'arrivait de toucher ce sujet en passant, elle répondait à peine et parlait d'autre chose. Je ne démêlais pas par quel motif, car ce n'était pas de la pruderie, mais il me semblait quelquefois que son visage prenait dans ces occasions une légère teinte de sévérité et même de souffrance, comme si je ne lui
Comme je ne lui avais jamais fait de questions sur sa vie passée et que je ne voulais point lui en faire, je ne lui en demandais pas plus loin. Elle considère sa vie sentimentale comme finie. La bagatelle, ce n'est plus de son âge. Elle se croit incapable d'amour, désormais incapable d'amitié. Elle m'a dit un jour « J'ai 300 ans », une autre fois « J'ai donné ma démission de femme. Je ne suis bonne qu'à faire des dissertations psychologiques qui n'attirent pas plus les hommes à moi qu'elles ne me poussent vers eux. » Selon elle, son cœur avivi, il ne supporterait plus les passions, le grand large. J'en suis au même point qu'elle, finalement. Nous sommes tous deux au port. Les trahisons dont nous avons été victimes nous ont ôté l'envie de faire confiance à l'autre sexe. Il y a la mer Baltique entre vous et moi sous ce rapport. Lui ai-je répondu. J'ai réclamé le privilège d'être auprès d'elle, une espèce de camarade sans conséquence et sans droit, par conséquent sans jalousie et sans brouille, capable de fumer son tabac, de chiffonner ses peignoirs et d'attraper des rhumes de cerveau en philosophant avec elle. Sous tous les marronniers de l'Europe moderne. Marché conclu, je suis un ami sans conséquence, trop viveur pour avoir le souci d'en compter à une femme sérieuse, mais trop idéaliste en dépit de tout pour n'avoir pas besoin d'affection et ne pas sentir le prix d'une amitié désintéressée. Et mon cœur bat plus vite auprès d'elle, aiguise mon appétit et puis quoi? N'est-ce pas notre sort à nous humains d'aimer et de souffrir? Dois-je considérer que l'amour est une illusion ancienne et me condamner au mauvais lieu? L'amour est un mystère inexplicable, c'est une loi céleste puissante et incompréhensible. Qu'est-ce que c'est, je vous le demande, qu'un lien plus dur, plus solide que le fer, et qu'on ne peut ni voir ni toucher? Qu'est-ce que c'est que de rencontrer une femme, de la regarder, de lui dire un mot et de ne plus jamais l'oublier? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Invoquez la raison, l'habitude, l'essence, la tête, le cœur, et expliquez si vous pouvez. Que faire dans l'immédiat en guise de consolation? Je lui ai réclamé du papier, je lui ai écrit un poème pendant qu'elle terminait un ouvrage de broderie. Georges est dans sa chambrette, entre deux pots de fleurs, fumant sa cigarette, les yeux baignés de pleurs. Bulot, assis par terre, lui fait de doux serments. Solange, par derrière, gribouille ses romans. Planté comme une borne, Boucoirant, tout crotté, contemple d'un œil morne, Musset, tout débraillé. Vais-je lui déplaire avec ma charge contre le grand critique? Ah, tant pis. Planche, sous de la veille, est assis dans un coin et se cure l'oreille avec le plus grand soin. Elle arrive m'a félicité et a rangé précieusement le feuillet dans son album. Puis elle m'a congédié en disant que j'étais son ange consolateur. Rentrée chez moi, je me suis dit qu'un poème ne suffit pas. Il faut que je me déclare. Cette relation intime et distante devient impossible. Je vois bien qu'elle m'apprécie. Si elle est touchée, pourquoi tant de réserve? J'ai sans cesse envie de la prendre dans mes bras, de me jeter sur sa bouche, de plonger en elle. Elle sait que je souffre. Pourquoi tant de cruauté à me voir soupirer à ses pieds? Pourquoi abuse-t-elle de mon courage? J'ai assez pleuré, j'ai assez souffert, j'ai assez refoulé dans mon cœur l'amour insensé qui me ronge. Je vais lui écrire. J'abandonne le madame. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Soyons sérieux et légers à la fois, soyons sincères surtout. Vous allez me rironner, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous, je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. J'ai cru que je m'en guérirais tout simplement, vous voyant à titre d'ami. Il y a beaucoup de choses dans votre caractère qui pouvaient m'en guérir. J'ai tâché de me le persuader tant que j'ai pu, mais je paie trop cher les moments que je passe avec vous. J'aime mieux vous le dire, et j'ai bien fait parce que je souffrirai bien moins pour m'en guérir à présent si vous me fermez votre porte. Pas sûr que ce soit la bonne stratégie, et si elle refusait de me voir désormais, je peux y perdre ma seule amie et les heures précieuses que j'ai passées depuis un mois avec elle. Faisons comme si je lui demandais conseil. Après tout, elle est protectrice et maternelle. Cela lui plaît de me traiter comme un gamin. Maintenant, Georges, vous allez me dire, encore un qui va m'ennuyer, comme vous dites. Si je ne suis pas tout à fait le premier venu pour vous, dites-moi, comme vous me l'auriez dit hier en me parlant d'un autre, ce qu'il faut que je fasse. Faisons-nous plaindre. Mais la vérité est que je souffre et que la force me manque. Réveillons en elle son instinct de cœur de charité. Elle ne résistera pas à soulager une victime, à délivrer un prisonnier de son mal. Je sais qu'elle ressent de l'intérêt et de l'affection, et aussi qu'elle ne peut supporter auprès d'elle un être auquel elle s'est attachée sans désirer qu'il soit heureux. Plaignez-moi, ne me méprisez pas, puisque je n'ai pu parler devant vous, je mourrai muet. Si mon nom est écrit dans un coin de votre cœur, quoique faible, quoique décoloré, qu'en soit l'empreinte, ne l'effacez pas. Elle doit comprendre que je suis au bord du gouffre et qu'elle seule peut me sauver. Aimez ceux qui savent aimer, je ne sais que souffrir. Il y a des jours où je me tuerai, mais je pleure ou j'éclate de rire, non pas aujourd'hui, par exemple. Adieu, Georges, je vous aime comme un enfant. Paris, 29 juillet 1933, Georges. 2 jours plus tard.
Georges. Alfred est parti chez lui chercher quelques affaires afin de s'installer ce soir ici. Ai-je raison de m'embarquer dans cette aventure? Mon amitié lui était acquise, j'aurais voulu qu'il eût la force de me garder la sienne. Pourquoi les hommes veulent-ils toujours mettre les femmes dans leur lit? Hier soir, il a exigé une réponse à sa déclaration. Il a tellement insisté. 100 fois m'a-t-il dit, il a souhaité m'oublier, s'en aller au bout du monde. Mais 1 heure après, il se retrouvait à ma porte. Il a usé de tous les arguments possibles, passant de la flatterie au chantage affectif. Il a commencé par Est-ce ma faute si j'ai 23 ans et si vous êtes belle? Après quoi, il a proclamé que j'étais sa grande camarade. Je me sens loyale en le disant, et puis il passe je ne sais quelle bouffée de printemps dans l'hiver de mon imbécile de cœur. Je le rendrais très malheureux s'il ne pouvait m'embrasser. Grâce à ma présence, il a retrouvé la vie. Sans moi, il serait retombé dans ses désordres antérieurs. Je l'ai sauvé, paraît-il, du plus affreux malheur, et s'il fallait se séparer de moi, il serait livré à une solitude impossible à supporter. L'espace renfermé de ma mansarde serait le seul lieu au monde où il puisse vivre. Il sent vibrer dans son être une corde inconnue que je lui aurais révélée. C'est tout juste si Dieu ne m'a pas envoyé comme un ange de lumière pour le tirer de l'abîme. Lui céder serait une sainte mission, ma froideur une cruauté impardonnable. Depuis que je vous connais, vous travaillez à me faire croire au bonheur et à m'en donner le goût. Et le bonheur, selon lui, c'est mon cœur tout entier, mes mains autour de sa taille, ma bouche sur ses lèvres, mon corps mêlé au sien, c'est cette vie-là dans mes bras, ou la mort qu'il lui faut. Alors je l'ai laissé faire. Nouer une liaison en ce moment tombe mal. J'ai sur les bras la sortie d'un livre. Je dois supplier Bulos de m'accorder 500 francs en échange d'un texte parce que je n'ai pas de quoi vivre ce mois-ci. J'ai Solange à la maison et bientôt je devrais partir en vacances à Nohant avec les enfants. C'est une folie que d'avoir cédé. Depuis quelques mois, je m'étais arrangé tout bas une petite existence bien belle et bien modeste. 3 amis au plus, la retraite, l'étude dans le jour. Et le soir, quelques sages et douces conversations. Cela n'a l'air de rien, mais c'est une énorme ambition, je le vois bien. J'avais décidé d'être heureuse par la raison, d'ignorer le breuvage empoisonné de la passion, sentant que l'amour ne me convenait pas plus désormais que des roses sur un front de 60 ans. J'avais fait un grand pas vers l'avenir de sérénité et de détachement que je me promets dans mes bons jours. Eh bien, c'est raté. Je suis déjà vieille et encore un peu jeune. De plus, contrairement à lui, je n'ai pas le front joyeux, moi, et la solitude me convient. Ce matin, je flotte incertaine et je me demande si je ne me suis pas mise dans une fausse voie. Je ne crois pas ressentir de l'amour, juste une intense affection. C'est un amour de jeune homme et une amitié de camarade. Mais ce n'est pas un caprice, c'est un attachement senti, peut-être plus profond que je ne le crois. J'ai aimé une fois pendant 6 ans, une autre fois pendant 3, et maintenant je ne sais pas ce dont je suis capable. Je sens que mon cœur n'a pas été aussi usé que je m'en effrayais. Soyons honnêtes, ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose dont je n'avais pas l'idée, que je ne croyais rencontrer nulle part, et surtout là. Je l'ai nié, cette affection, je l'ai repoussée, je l'ai refusée d'abord. Et puis je me suis rendue, et je suis heureuse de l'avoir fait. Je m'y suis rendue par amitié plus que par amour, et l'amour que je ne connaissais pas s'est révélé à moi. Je dois reconnaître que je me suis énamourée, et cette fois très sérieusement d'Alfred de Musset. Comment lui résister? Ses larmes m'ont attendri, son visage est envoûtant, il a le nez parfaitement grec, une bouche fraîche, des yeux presque noirs, ce qui lui donne plus de vigueur. L'ensemble de ses traits, jusqu'à la courbure idéale de son front, frappe par leur distinction aristocratique. Même si parfois il a un air enfantin, celui-ci s'efface et cède la place à une expression d'assurance et de fierté. Un regard ferme, plein d'interrogation et de curiosité juvénile. Il possède une certaine inclination à considérer la vie comme un roman, un goût prononcé pour l'imprévu, l'enchaînement des choses et les caprices du hasard, cette vivacité au plaisir du monde, cet air de jeune poulain échappé, c'est si joyeux, si entraînant. C'est ainsi qu'il m'a séduite sans doute, par sa crânerie de gamin et son romantisme railleur. Il se moque de tout et de tout le monde, y compris de lui-même. Cette espèce d'idiot entortillé dans de la flanelle comme une épée de bourgmestre, ce sont ces termes, me repose et me distrait de ces raisonneurs trop sérieux comme Planche et Boucoiran. Même si je dois tant à ces fidèles amis, je suis parfois épuisée de cette impossible raison qu'ils veulent me mettre dans le crâne. Cet esprit indépendant ne se laissera jamais attacher à une coterie. Aucun principe ne lui barre la route. Il saute par-dessus, je lui ressemble de ce point de vue. Mais je suis plus terre à terre. Lui, quel poète, quel amuseur, quel esprit. Jamais on ne s'ennuie en sa compagnie. Comme il était drôle en décrivant Bulos, pâle et défiguré, devant les hantises de l'impression de la revue. Des fautes d'orthographe errent de toutes parts. Des lettres retournées frottent en se heurtant. Des lignes avinées dansent en tremblotant. De tous côtés aboient des contresens obscurs. Et les marges se noient dans les déléatours. Il croque nos portraits en 3 mots avec une finesse incroyable. Il me voit, abaisse dans un pays lointain. Planche, gendarme en Chine. Vigny, vieux cygne en pain d'épices. Quant à Dumas qui passe son temps à raconter son périple en Suisse, il meurt en voyage faute d'impression. Et il ne s'oublie pas dans un libre éclat de rire. Heureux qui de Musset n'a pas vu la coiffure et ses grands éperons qui n'éperonnent rien. Bienheureuse surtout qui dans une onde pure ne l'a pas vu plonger son torse herculéen.
Certes, il n'a pas un physique de lutteur, mais il a une âme profonde et rêveuse, une intelligence délicate et attentive. J'y trouve une candeur, une loyauté, une tendresse qui m'enivrent. Au début, je craignais sa réputation de libertin blasé, je me demandais s'il était sincère. Je crois maintenant qu'il n'y a aucune rouerie, aucun orgueil en lui. Je peux me tromper, évidemment. 2 mots de toi m'ont fait le roi du monde, a-t-il clamé ce matin. Jamais amant aimé, mourant pour sa maîtresse, n'a dans des yeux plus noirs bu la céleste ivresse. Qui résisterait à pareille déclaration? J'avais presque oublié que mon corps pouvait être une source de chaleur. Adieu ma lucidité qui confine au spleen. Adieu ma clairvoyance redoutable. Je me suis laissé entraîner par un emballement des cœurs et des corps dans une jungle émotionnelle et sensuelle. Pendant une partie de la nuit, les baisers, les tendres morsures ont volé de la tête aux pieds. Quel frémissement des hanches, quel tressaillement des reins. Il m'a bien arrangé. J'ai été totalement saccagé par son ardent plaisir. La volupté de 2 esprits qui se mêlent et le plaisir des sens forment un empire dont il est difficile de s'extraire. Le soleil brillait déjà de tous ses feux quand nous nous sommes réveillés. Les rayons perçaient joyeusement les rideaux et dansaient en reflets dorés sur les murs. Enlacés dans le lit, nous avons paressé longtemps. Solange était chez ma mère, prolongeant ce réveil en chanteur coloré et poétique. Le parfum d'un pur amour est suave, quoique j'en médise souvent comme je fais de mes plus saintes convictions aux heures où le démon m'assiège. Je sais bien qu'il n'y a que l'amour au monde de beau et de sacré. C'est la chaleur qui manque à notre âme épuisée. Sans doute parce que le réconfort d'une âme sœur est précieux. Quel délice d'échanger des confidences sur l'oreiller et de s'apercevoir que l'on partage des souvenirs, des pensées, des rêves communs. Il n'y a rien de meilleur sur terre. Il m'a raconté que petit garçon, avec son frère Paul, il mettait en action les contes et romans de chevalerie qu'ils avaient lus. Ils avaient élevé une sorte d'édifice oriental, une fantasmagorie digne des 1001 nuits au fond d'un jardin avec de vieux meubles, quelques planches, des tapis usés et des couvertures abandonnées. Exactement comme moi, j'avais bâti un hôtel de pierre et de mousse dans un coin du parc où je jouais avec un héros imaginaire que j'avais appelé Corambé. Avec mes camarades, à travers les bois et les prés, je simulais des aventures, des bagarres épiques, des fuites sur des coursiers imaginaires en frappant mes jouets de sabres invisibles. Plus d'une fois, j'ai fait l'empereur et j'ai commandé sur le champ de bataille. On mettait en lambeaux les poupées et les bons hommes de chiffon qui souffraient patiemment le carnage. Patiemment le carnage. Il a voulu comprendre comment une jeune fille d'une bonne famille aristocrate avait pu bénéficier d'une telle liberté de jeu et de mouvement. Cela tient au fait que le sang des rois se trouve mêlé dans mes veines au sang des pauvres et des petits. Mon père, le petit-fils de Maurice de Saxe, fils naturel d'Auguste II, roi de Pologne, avait épousé la fille d'un oiseleur qui vendait des serins et des chardonnerets sur le quai aux oiseaux. Je tiens au peuple par le sang. Ma mère était une pauvre enfant du vieux pavé de Paris. Après la mort de mon père, j'ai été élevée au château de Nohant, entre celle-ci et ma grand-mère paternelle, qui se disputait mon affection. Cette dernière s'inquiétait de l'influence trop populaire de ma mère et voulait assurer mon avenir. Les 2 femmes se sont engagées dans un conflit dramatique de plusieurs mois dont l'enjeu était ma garde. Je constituais une pomme de discorde tiraillée par leur rivalité. Je fus finalement placée sous la responsabilité de ma grand-mère qui s'attachait à moi chaque jour davantage à cause de ma ressemblance frappante avec mon père. Ma voix, mes traits, mes manières, mes goûts, tout en lui rappelait son fils enfant. Il lui arrivait même de m'appeler Maurice et disait mon fils en parlant de moi. Elle tenait beaucoup à développer mon intelligence dont elle se faisait une haute idée. Elle souhaitait me donner de la tenue, me faire prendre et me faire perdre l'invincible laisser-aller de ma nature que ma mère n'avait jamais réprimé avec persistance. Il ne fallait plus se rouler par terre, rire bruyamment, parler berrichon. Il fallait se tenir droite, porter des gants, faire silence. Elle ne me grondait pas durement, mais il fallait lui parler à la 3e personne. « Ma bonne maman veut-elle me permettre d'aller au jardin ?» Elle aussi, me disiez-vous, et c'était tout dire. « Ma fille, vous vous tenez comme une bossue. Ma fille, vous marchez comme une paysanne. Ma fille, vous avez encore perdu vos gants. Ma fille, vous êtes trop grande pour faire de pareilles choses. » Et puis il fallait apprendre toutes sortes d'usages qui me paraissaient ridicules. Il fallait faire la révérence aux personnes qui me venaient en visite. Il ne fallait plus mettre le pied à la cuisine et ne plus tutoyer les domestiques. Et tu es devenue cette charmante hôtesse qui sait mettre à l'aise ses visiteurs. En même temps, elle me laissait souvent libre, lâchée en pleine nature, courant les bois avec les enfants des paysans, prenant des allures garçonnières et aimant le grand air. De là viennent certainement ta bonhomie, ta simplicité et ton amour de l'égalité. Sans doute, je me suis souvent demandé ce que je serais devenue si mon père n'avait pas disparu. Alfred, qui a perdu le sien il y a peu, a compati à ce décès prématuré. J'avais à peine 5 ans. Il est mort bêtement d'une chute de cheval à Nohant alors qu'il avait bataillé avec l'empereur en Espagne. Je l'adorais et ce fut difficile de l'accepter. J'avais compris la mort, mais apparemment, je ne la croyais pas éternelle. Je ne pouvais pas me faire à l'idée d'une séparation absolue. Quand je voyais ma mère pleurer à la dérobée, j'allais la voir et lui disais « Mais quand mon papa aura fini d'être mort, il reviendra bien te voir ?» Comme elle ne voulait pas me chagriner davantage, elle avait défendu aux domestiques de me détromper complètement. Elle avait au plus haut point le respect de l'enfance que l'on met trop de côté dans des éducations plus complètes et plus savantes.
Je me dis qu'elle avait eu raison de rejoindre mon père en Espagne. Cela m'a permis de beaux souvenirs avec lui. Et j'en ai gardé une admiration profonde pour Napoléon, tempéré maintenant, mais tout de même. Je me souviens encore de mon rêve au moment de son exil à Sainte-Hélène. J'avais fait chavirer le Bellérophon avec une épée de feu. Je noyais tous les Anglais qui s'y trouvaient. Et j'emportais encore l'empereur aux Tuileries après lui avoir fait bien promettre, après lui avoir bien fait promettre qu'il ne ferait plus la guerre pour son plaisir. Alfred aussi était nourri de l'admiration de Bonaparte dont sa mère lui parlait avec éloquence. À ses yeux, l'empereur, tout comme ses parents, était un personnage infaillible et invulnérable. Ses revers furent donc d'abord objet d'incrédulité. Puis, il fallut s'y résoudre. Au moment de l'annonce du désastre de Waterloo, sa famille était en larmes. Et l'année suivante, les plaintes de leur cuisinière Eulalie, qui rendait le retour des Bourbons responsables du mauvais temps et de la perte des récoltes, lui semblèrent une évidence incontestable. C'est vers cette époque qu'il a appris à lire et à écrire. L'amour m'a poussé à l'étude car j'avais une cousine, Clélie, dont je suis tombé éperdument fou amoureux vers 4-5 ans. Je l'avais même demandé en mariage et je lui avais arraché une promesse dès que j'en aurais l'âge. Nous avons été séparés car elle devait vivre avec ses parents en province et j'ai alors mis une ardeur incroyable aux leçons de mon précepteur pour être en état de correspondre avec elle. Que lui est-il advenu ? Elle était bien plus âgée que moi, elle a épousé un autre homme évidemment, et lorsque quelques années plus tard on me l'a présentée sous le nom de Madame Moulin, je ne l'ai pas reconnue. Que voilà un amour impérissable. En tout cas, il m'a servi puisque je me suis mis à écrire et je n'ai plus arrêté. Au collège, dès mes premières compositions, j'ai obtenu les meilleures places. Ah, mais moi, je n'ai pas été une excellente élève. Mes turpitudes commises au couvent l'ont étonné. Jamais il n'aurait imaginé que j'avais versé de l'encre dans les bénitiers, pendu un chat par la patte à la corde de la sonnerie des cloîtres, galopé à travers les toits de Paris, lancé au plafond des tartelettes aux confitures pour les voir s'y coller avec grâce, ou sommé de pelures de fruits dans des escaliers sombres. Toutes choses que je jugeais alors énormément spirituelles. J'ai cessé ces plaisanteries après une révélation divine. Il a voulu connaître cet épisode de ma vie. Un soir de désœuvrement, j'avais suivi une nonne à l'église, lieu interdit à cette heure aux pensionnaires. Je voulais me gausser d'elle, raconter sa ridicule dévotion à mes amis avec force méchanceté et ironie. Je faisais alors partie de celles qui bâillaient et sommeillaient ou chuchotaient à l'église, qui jugeaient les miracles et les rituels de la messe, des contes pour enfants et dont les facéties incessantes fatiguaient les sœurs. Je traînais une réputation non usurpée de jeune délinquante. Ce soir-là, j'étais restée un long moment, pénétrée par l'atmosphère lugubre et magique du lieu, tombant dans une espèce de rêverie, sans plus songer à l'objet de ma moquerie qui s'était retiré après son office. Peu de temps auparavant, j'avais dévoré un abrégé de la vie des saints et la vie de saint Augustin parce qu'un tableau de la chapelle représentait ce jeune homme, ami de tous les plaisirs, assis sous un figuier traversé par un rayon miraculeux sur lequel était écrit le fameux « Tollé légué ». Ces mystérieuses paroles qu'il avait cru entendre sortir du feuillage, habituellement traduites par « prends et lis ». Selon la légende, il avait alors attrapé les épîtres de Paul et y avait découvert ce passage. « Ne passez pas votre vie dans les festins et les plaisirs, mais revêtez-vous de votre Seigneur Jésus-Christ. » La voie était ouverte vers sa conversion et sa sainteté. Et bien ce soir-là, alors que la prière était sonnée depuis longtemps et que j'avais oublié la notion du temps, un ébranlement m'a secoué, un vertige, un torrent de larmes s'est mis à couler sur mon visage. Je me suis sentie enveloppée d'une lueur blanche et j'ai cru entendre une voix murmurer à mon oreille « Tollé légué ». Je me suis retournée, personne, j'étais seule et aucun livre à portée de main. Je suis remontée dans le dortoir, persuadée d'être possédée par la grâce. Dès le lendemain, je suis devenue un modèle de douceur, de ponctualité, de piété sincère et de sagesse. Jésus était un ami, un frère, un père. J'ai été très exaltée. J'ai même souhaité devenir religieuse. Depuis, même si je n'ai éprouvé aucune autre hallucination, je fais attention à mes exaltations. Je sais que devant un tableau, une musique ou une pièce de théâtre, je peux tomber dans une espèce de pamoison. Est-ce un signe de folie ? Certainement pas, me rassura Alfred. Le signe d'une grande sensibilité, tout au plus. Après le couvent, je suis retournée à Nohant auprès de ma grand-mère qui était malade. J'étais désœuvrée. Mon précepteur me laissait une grande liberté. Je dévorais tous les livres de la bibliothèque pensant qu'il savait les secrets de la vie, sans ordre et sans méthode. J'ai lu n'importe quoi, à n'importe quel moment, de la philosophie, des sciences, des romans, assoiffée d'instruction, dévoré par la passion de connaître le monde, transpercé par une forte émotion intérieure, un transport quasi divin. L'éclectisme est notre goût, a reconnu Alfred. Lui aussi, au même âge, avait pillé la bibliothèque parentale et les cabinets de lecture sans guide ni logique, passant de la Bruyère à Milton, de Dante à Virgile, de Shakespeare à Chateaubriand ou Byron. Il a comparé son état d'esprit adolescent à un de ces appartements comme on en voit aujourd'hui où se trouvent rassemblés et confondus des meubles de tous les temps et de tous les pays.
Il savait, par cœur, quantité de choses, mais rien par ordre, de façon qu'il avait la tête à la fois vide et gonflée, comme une éponge. Il devenait amoureux de tous les poètes, l'un après l'autre, mais étant d'une nature très impressionnable, le dernier venu avait toujours le don de le dégoûter du reste. Cela m'étonna, car je pensais qu'il avait reçu une éducation lettrée plus complète et plus cohérente qu'une fille qui n'apprenait rien au couvent. Nous nous sommes vite lassés, tous les deux, de l'étude des sciences et de la philosophie. Seules les analyses sur les sentiments et les vies intérieures ont survécu à cet appétit de connaissance. Les théories et les systèmes ne mènent nulle part. Il n'y a de vrai que le cœur humain et ses tourments. Là, on peut vraiment décrire une vérité. Les écrits les plus importants et les plus précieux sont ceux qui nous révèlent les intimes souffrances de l'âme humaine, dégagées de l'éclat et de la variété des événements extérieurs. C'est cela que j'aime composer, des œuvres où toutes les grandeurs et toutes les misères humaines se confessent et se dévoilent, comme pour se soulager en se jetant hors d'elle-même. Même but chez mon poète. Je veux que mes écrits sortent de mon cœur, m'a-t-il confié. C'est ainsi qu'ils trouveront un écho chez le lecteur. Je n'ai pas envie d'être un lycéen ravi de la perfection de mes phrases. Je suis en dehors de la mode et des écoles littéraires. Je suis un homme qui désire donner une voix, du relief à son humanité. Si nous nous accordons aussi bien sur le fait qu'il n'y a qu'un sujet qui vaille, l'intime, ne serait-ce pas la conséquence de notre espoir de nous comprendre nous-mêmes un jour? Nous avons tous les deux des jours longs comme des jours sans pain. Nous connaissons le plaisir qui ennuie et l'ennui qui grise, la tristesse persistante d'une existence pourtant riche. Alors nous cherchons ce qui peut bien causer ce mal. Quoiqu'aujourd'hui, je commence à comprendre que l'étude du cœur humain est de telle nature que plus on s'y absorbe, moins on y voit clair. Même si je poursuis un examen attentif de ma propre existence, j'y découvre tellement de contradictions que j'en suis parfois effrayée. La nature humaine n'est qu'un tissu d'inconséquences, et je ne crois point du tout, mais pas du tout, à ceux qui prétendent s'être trouvés d'accord avec le moi de la veille. Moi qui, il y a quelques jours, prenais le détachement et une vie retirée, je songe maintenant qu'il ne faut point chercher l'absence de douleur, de fatigue et d'effroi à quelque âge que ce soit de la vie, car ce serait l'insensibilité, l'impuissance, la mort anticipée. Alfred étant plus jeune et plus hardi que moi avec la vie et l'amour, ou peut-être est-ce sa nature. Quoi qu'il en soit, en matière littéraire, je pense sincèrement qu'il est le plus doué de nous deux. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il décrit les tourments de l'âme avec un talent incroyable. Certes, son côté tapageur peut agacer parfois, mais il m'apparaît si profondément humain, si sincère, que j'entends battre mon cœur sur la cadence de ses poésies. Dans ses farces d'écolier perce souvent de la tristesse, et certains de ses vers savent me tirer des larmes. Il y a peu, quelqu'un m'a demandé si Alfred était le fidèle, sincère et romanesque Coelho ou Octave, son ami bohème, cynique et libertin, qui plaise de sa cause auprès de la Marianne des Caprices. J'ai répondu tous les deux, je crois, et je pense ne pas me tromper. Lequel va triompher? Fontainebleau, Paris, les 11 et 12 août 1833, Alfred. Plus 13 jours. Heureux un amoureux, sa folie au front lui met une couronne, à l'épaule une pourpre, et devant son chemin la flûte et les flambeaux comme aux jeunes Romains. Voilà que je retrouve ce sentiment que je croyais perdu à jamais, si beau, si pur, si exaltant. Georges aurait dû passer l'été avec sa fille et son mari à Nohant, où l'aurait rejoindre son fils au début de ses vacances. Elle a préféré demeurer avec moi. Ensemble, quel moment luxorien, babylonien, pyramidaux, cyclopéen, pour employer le vocabulaire à la mode. Elle est une fleur épanouie, je la vois quelquefois s'abandonner à une gaieté folle, puis tout à coup s'arrêter pensive, affectant à certains moments de me traiter presque en enfant. Elle recommence à dire qu'elle vient d'avoir 30 ans et qu'elle n'a pas longtemps à être aimée de moi. « Est-ce un peu vrai, ces belles paroles dont tu m'as si bien étourdie ?» s'inquiète-t-elle. Elle prétend aussi n'être guère belle. Elle voudrait l'être 100 fois plus. Elle va et elle vient, toute folle d'amour, toute vermeille de joie. Elle ne sait qu'imaginer quoi faire, quoi dire, pour se donner et se donner encore, elle, corps et âme et tout ce qu'elle a. Et moi, je suis comme un arbre plein de sève qui secoue au vent ses feuilles sèches pour se revêtir d'une verdure nouvelle. À ses côtés, je sens mon cœur devenir fier et innocent, envoler le souvenir de ma vie passée, des perfidies dont j'avais été le témoin. Adieu le monde corrompu que j'avais traversé, les tristes vérités que j'y avais vues. Fini le mépris de l'amour, l'abus de tout. Je savoure ces temps heureux et ne permet à rien de m'en distraire. Bulose a beau réclamer des vers à corps et à cri, je préfère mon plaisir. Comment peut-elle continuer ses tâches dans ces conditions? Je ne la comprends pas. À peine avait-elle apposé le mot fin sur la dernière page de son roman qu'elle entreprenait une pièce de théâtre. C'est un genre que je lui avais recommandé. Il implique moins de texte pour autant de feuilles, aucune narration ni description fastidieuse, ni nuance psychologique. Juste des dialogues directs, simples et beaux qui vont droit au cœur. Elle disait qu'elle n'y arriverait pas, n'étant pas familière de ce genre. Et pourtant, je l'adore, sa piécette,
où le poète Aldo se désespère de trouver l'inspiration et se plaint de son exploitation éhontée par le public et les éditeurs. Écrire, écrire, penser pour les autres, sentir pour les autres, abominable prostitution de l'âme, ô métier, gagne-pain, servilité, humiliation, quoi faire, écrire sur quoi, je n'ai dans le cerveau, je n'ai rien dans le cerveau, tout est dans mon cœur, et il faut que je donne mon cœur à manger pour un morceau de pain. Je reprends. Tout ceci est un extrait de la pièce. Je reprends, ouvrez les guillemets, extrait de la pièce. Écrire, écrire, penser pour les autres, sentir pour les autres, abominable prostitution de l'âme, ô métier, gagne-pain, servilité, humiliation. Tiret, que faire? Tiret, écrire sur quoi? Tiret, je n'ai rien dans le cerveau, tout est dans mon cœur. Il faut que je donne mon cœur à manger pour un morceau de pain. Maintenant, plus que jamais, il faut rimer, pleurer, chanter, vendre ma pensée, mon amour, ma haine, ma religion, ma bravoure jusqu'à ma fin. Tout cela peut servir de matière aux vers alexandrins et de sujet aux poèmes et aux drames. Fermez les guillemets. Je ne sais pas si c'était un extrait de la pièce. Voilà la triste condition du métier d'écrire. Elle, contrairement à moi, elle y parvient. Elle est une buveuse d'encre qui sait se mettre à table et pondre des textes comme elle ferait un tricot. Il faut que toutes les voix de l'âme se taisent devant le cri de l'estomac qui faiblit et qui brûle, écrit-elle. La nécessité l'emporte, pense-t-elle. De ce point de vue, elle ressemble à mon frère, qui me reproche de ne pas produire à la mesure de mes tailleurs hors de prix ou de ma propension au jeu. Il est curieux qu'il la considère comme une femme dangereuse, mystérieuse et compliquée. C'est précisément ce qui m'a plu. Près de laquelle un homme raisonnable devrait tenir son cœur à deux mains. Alors qu'elle partage les mêmes préoccupations que lui vis-à-vis de ma dissipation. Pourtant, le résultat de son labeur acharné a été une immense fatigue. De plus, elle s'est retrouvée non plus en lutte avec la misère et l'obscurité, mais aux prises avec la célébrité et les envieux. Son roman Lélia a été célébré et attaqué de toutes parts. Quant à moi, après Rolla, un obscur critique du journal des débats m'avait qualifié de poète médiocre, singe de Byron, qui ne connaît pas sa langue, auteur d'une poésie rocailleuse, qui débite un ramassis de platitudes et de lieux communs. Il y a quelque temps, cela m'aurait blessé. Aujourd'hui, je prends ce torchon et j'essuie mon rasoir dessus. On m'a déjà dit que j'imitais Byron. Vous qui me connaissez, vous savez bien que non. Je hais, comme la mort, l'état de plagiaire. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Délicieux d'échapper aux polémiques et à la chaleur intense de l'été parisien, nous avons donc décidé de passer quelques jours à la campagne où elle trouverait du repos et de la fraîcheur. J'ai suggéré Fontainebleau. Elle a tout organisé en maîtresse femme. Elle a calculé que, hors barrière, les aliments et les boissons exempts de droits d'entrée seraient moins onéreux pour notre bourse. Les 2 ou 3 sous de moins par bouteille de vin et livre de viande compenseraient les 4 ou 5 francs de location de voiture. Solange était à la garde de sa bonne, Maurice finissait son année au collège et Planche était chargée de lui envoyer des bulletins sur leur santé. Impossible du coup de proférer la moindre critique sur son critique préféré. Quelle satisfaction de s'éloigner des importuns qui l'assiégeaient, de quitter tout son monde en pesé qui me regardait comme une bête curieuse et de laisser au loin les racontards de la société parisienne qui commençaient à jaser sur notre relation. Elle avait beau me dire que les propos du monde ne la touchaient pas, qu'elle voulait être heureuse et se boucher les 2 oreilles, les médisances dont nous étions poursuivis l'atteignaient. Nous nous sommes échappés comme de joyeux écoliers. Nous avons entassé nos malles dans un fiacre et tels des Parisiens en vacances, au lieu de descendre le fleuve de la vie, comme on dit en province, nous avons roulé rapidement sur la grande route de l'existence avec des chevaux fringants et un cocher napoléoniste dans l'âme. Comme elle souffrait de rhumatisme et préférait étendre ses jambes, je me suis assis à côté de lui. J'ai ainsi compris que les seuls ennemis intimes des cochers sont les omnibus et les sergents de ville qui les empêchent de rouler à vive allure et de se garer n'importe où. Il aime assez les émeutes parce qu'alors il peut se venger de ses 2 ennemis. Il a le plaisir de construire des barricades avec les omnibus renversés et de régler quelques vieux démêlés avec les sergents. Une fois franchis les portes de la capitale, nous sommes arrivés à Corbeil, traversant le dernier champ de bataille de Napoléon. Puis, près des plaines de l'Essonne, vastes étendues de sable et de craie, nous avons longé les belles futaies de Fontainebleau et un peu plus d'1 heure après notre départ, nous sommes arrivés devant l'hôtel britannique au milieu d'habitations charmantes. C'est un établissement simple et confortable où nous avons goûté l'agréable laisser-aller de la vie d'artiste sans les envahisseurs de sa mansarde. Un véritable nid pour les amoureux, à côté d'un clocher plein d'urbanité qui sonnait les heures et à 20 minutes de marche de la forêt, des arbres et des oiseaux que Georges adore. À Paris, on entend à peine les cloches, sauf le dimanche. Ici, en province, elles vous prennent dès le matin pour ne vous quitter qu'à la nuit. Elles s'en donnent à carillon, en veux-tu, en voilà, de façon à nous rendre dévots quand elles ne nous rendent pas sourds. La nuit était un paradis. Quand son corps pliait comme un roseau et se posait sur le mien, quand ses lèvres entr'ouvertes tombaient sur les miennes, l'univers était oublié. Il n'y avait plus que nous 2 entre les draps. Ô baiser, mystérieux breuvage que les lèvres se versent comme des coupes altérées. Ivresse d'essence à volupté, oui, comme Dieu, tu es immortel, sublime élan de la créature, communion universelle des êtres.
volupté 3 fois sainte. Au matin, nous partions au galop, pique-niquer dans les bois. Nous nous prélassions sur l'herbe, faisant brouter nos paisibles montures. L'accablement des chaudes journées d'août et l'amour dont son cœur déborde enveloppait ma Georges d'une langueur et d'un charme sensuel incomparable. Chaque jour, c'était une exploration nouvelle de chaque partie inconnue de cette immense étendue d'arbres séculaires. Elle enfilait un simple costume d'homme qui lui sied à merveille afin d'être plus à l'aise, qu'elle était jolie avec son pantalon, sa blouse bleue et sa casquette de velours. Elle allait devant, les bras ballants, chantant à tue-tête l'air d'un gamin résolu. Quand la marche empourprait ses joues veloutées, que ses grands yeux noirs intelligents se posaient sur moi, je ne résistais pas à attirer dans mes bras ce garçonnet si joyeux. Et nous profitions des lits de bruyère embaumés, des rayons du soleil qui filtraient à travers les branches, du chant des oiseaux et du souffle de la brise qui agitait les feuilles. Puis nous repartions, elle bondissait comme un cabri sur les chemins. Elle me montrait les plantes et fleurs sauvages dont elle sait les noms et les propriétés, et elle adorait s'arrêter devant une source où nous nous abreuvions et nous aspergions avec le creux de nos mains. Nous respirions un air vivifiant et salubre qui ouvrait l'appétit. Les dîners étaient excellents, fricassés de poulet, filets de sole, omelette au rhum, beefsteak aux pommes, rognons au vin bleu, et une foule d'autres plats après le repas, parés d'une robe d'une élégance adorable. Ces Anglaises noires qui encadraient son beau visage, ma chère Georges s'asseyait à terre sur un coussin dans notre chambre pour fumer sa longue pipe en cerisier de Bosnie, remplie d'excellents tabacs d'Égypte, et nous continuions nos conversations de la journée. Nous parlions de nous-mêmes, de nos projets, de notre amour, de notre bonheur d'être ensemble. Je la bénissais de m'avoir fait connaître enfin l'amour vrai et noble dont j'ai tant rêvé. Elle, oubliant toutes ses appréhensions, se reprochait de m'avoir fait languir, de ne pas s'être jetée à mon cou dès le premier jour, tant nous sommes faits pour nous comprendre, nous chérir et nous apprécier. Elle était une diablesse au couvent, j'étais un petit diable chez moi. En une seule journée, je ne sais plus pourquoi, j'ai brisé une des glaces du salon avec une bille, coupé des rideaux neufs avec des ciseaux et collé un pain à cacheter rouge sur une grande carte défigurant l'Europe qu'on voulait à toute force me faire apprendre. Je réussis à échapper à la punition qu'en me montrant Je ne réussis à échapper à la punition qu'en me montrant absolument consterné par ces désastres. Et aussi parce que ma mère et mon frère m'adorent, je dois le reconnaître. Ils passent leur temps à raconter les bons mots que j'aurais prononcés. Ainsi, lorsqu'on me mit au pied une admirable paire de petits souliers rouges, j'avais tant hâte de sortir avec, qu'exhortant ma mère à finir de peigner mes cheveux, je trépignais d'impatience en disant « Dépêchez-vous donc, maman, sinon mes souliers neufs seront vieux. » Georges a ri, et elle a dit qu'enfant j'étais déjà spirituelle, alors qu'elle avait seulement de l'imagination. Sa mère lui a raconté 1000 fois non point ces bons mots, mais les histoires abracadabrantes qu'elle inventait. Elle composait à voix haute d'interminables contes, où il y avait toujours pour personnages principaux une bonne fée, un bon prince, une belle princesse. Il y avait peu de méchants êtres et jamais de grands malheurs. Tout s'arrangeait sous l'influence d'une pensée riante et optimiste. Plus âgée, elle a commencé à écrire. Elle a d'abord essayé de se frotter aux alexandrins. Il n'en était point en réalité, car elle prenait ses aises avec les règles dont elle estimait qu'elles gênaient l'élan de la pensée. J'avoue connaître la même tentation. Elle faisait donc rimer de la prose sans se soucier de la césure et du nombre de pieds. Elle composa ainsi beaucoup de prétendus vers qui eurent un grand succès au couvent où l'on n'était pas difficile, il faut l'avouer. Ensuite, elle a entrepris un roman, une histoire entre deux jouvenceaux. Elle avait résolu de les amener à s'aimer, mais trop jeune pour connaître l'amour, elle ne put jamais en dépeindre les premières émotions. Elle y renonça donc, les fit ardemment pieux. La demoiselle prit le voile et le héros se fit prêtre. Ce n'était pas une si mauvaise idée, ma foi, dans les circonstances où elle se trouvait. Et puis elle est passée au théâtre, résolue à monter une pièce avec ses amis, IES. Molière étant interdit par les sœurs, elle a réécrit de mémoire le malade imaginaire qu'elle avait lu à Nohant. La gaieté, la verve et le comique de l'auteur, même représentés par fragments incomplets, eurent beaucoup de succès auprès des spectateurs. Quant à moi, au lycée, j'avais aussi une rage de comédie. Avec un camarade, nous passions nos jours de congé à jouer les répertoires de tous les théâtres. Dans la semaine, en allant en classe, nous nous racontions l'un à l'autre les romans que nous avions lus. C'était une soif étanchée au hasard, un plaisir sans cesse renouvelé. On se mit à épiloguer sur des livres, puis sur des pages, puis sur des périodes, puis sur des épithètes, puis sur la virgule d'une césure. Je me suis avisée d'essayer moi aussi de jouer avec les mots. J'ai commencé à écrire des poèmes, on m'a encouragé. Ce métier m'amusait, j'y montrais de l'audace. Les louanges sont arrivées. Je cherchais le plaisir de l'imprévu, j'étais hardie et tout me saisissait. L'insouciance me caractérisait. Il me paraissait agréable d'être un génie en herbe par boutade à ma fantaisie sans avoir l'air d'y penser. Je me suis retrouvée sur le pavé de Paris, donnant, comme on dit, de belles espérances et bien convaincue que j'étais quelque chose. D'une conduite au reste assez dissipée, affectant des idées de rouerie qui rimaient avec ma poésie. Fière de passer quand on se retournait, n'étant jamais seule, même devant mon miroir, vantée par des écervelés de mon âge, me raillant de ceux qui me blâmaient, déraisonnant avec des grands hommes de ma taille, amoureux fous d'un vers baroque, d'une phrase gothique, d'un sonnet gaulois. Maintenant que tout cela est forcé par la nécessité, qu'il faut tant de pages par jour et en avoir fini au moment fixé, l'écriture m'amuse beaucoup moins. Un soir, je l'ai emmenée dans un bal champêtre. J'aime la danse. Cet exercice vraiment délicieux m'a toujours été cher. Il y a un je ne sais quoi d'indéfinissable. Ce magnétisme énervant qui, au milieu d'un bal,
Au bruit des instruments électrise un couple. Quel est l'homme qui croit avoir vécu s'il nie la puissance des femmes, s'il a jamais quitté une belle danseuse avec des mains tremblantes? Valser est la plus belle des danses, c'est véritablement posséder en quelque sorte une femme que de la tenir une demi-heure dans ses bras et de l'entraîner ainsi palpitante malgré elle. Georges s'est prêté bien volontiers au jeu. Nous avons ri de sa maladresse qui la conduisait à me marcher sur les pieds ou tournoyer à contre-temps. Elle n'a jamais pu avoir aucune espèce de grâce, ni profiter des leçons de danse de M. Abraham, ex-professeur de danse de Marie-Antoinette que sa grand-mère avait exigé afin de se former aux belles manières. Malgré les cours de cet octogénaire toujours mince et élégant, portant perruque et bel habit, jabot de mousseline, cravate blanche, culotte courte, bas de soie noire et souliers à boucles, elle ne parvenait jamais à contenir ses mouvements brusques et ses allures naturelles au grand désespoir de sa noble aïeule. Nous avons plaisanté aussi de notre mésaventure d'hier. Ayant prévu de passer la journée et une nuit entière dans la forêt, nous étions partis gaillardement des havres-sacs remplis de provisions en bandoulière. Nous avons marché longuement jusqu'à notre but. Les rochers de Franchard, un amas de rocs géants au milieu d'une nature luxuriante qui, la nuit, prend des aspects fantastiques. Avant le crépuscule, nous avons sacrifié à la tradition romantique de graver nos noms sur l'écorce d'un arbre, Alfred Georges, au milieu d'un cœur entaillé sur l'écorce à la pointe d'un couteau. La marque sera encore là quand nous ne serons plus, a-t-elle dit. Et tes admirateurs s'amuseront du jeu de piste autour de ces rochers, anxieux d'y dénicher la trace de nos noms. Pourquoi mes admirateurs, tu en as aussi? Je n'ai encore jamais vu quelqu'un se précipiter derrière moi pour ramasser un de mes mouchoirs tombé par inadvertance et le conserver précieusement. Cela ne manquera pas de t'arriver un jour, ai-je répliqué en riant, après quoi nous avons grimpé sur les blocs de grès, qui ressemblaient à des éléphants endormis. Jamais plus belle nuit ne s'était levée dans le ciel. Des milliers d'étoiles de la Voie lactée escortaient une pleine lune radieuse. Pendant la journée, le firmament paraissait désert, mais par une nuit claire comme celle-ci, la voilà qui se peuple et s'anime de mondes innombrables qui flottent au-dessus de nos têtes. Allongés sur une mousse épaisse, desséchés par la chaleur de l'été, nous avons compté les constellations et oublié le temps. Elle s'était assoupie, je l'ai regardée en extase, suivant la palpitation de son sein, admirant la courbe de ses longs cils noirs. Une fois réveillée, j'ai voulu monter plus haut, mais fatiguée par notre périple, elle a refusé. Comme je ne voulais pas gâter cette belle nuit de poésie, que je m'étais arrangée avec elle dans un des plus beaux endroits du monde, j'y suis allée seule, pensant qu'elle finirait par me suivre, désireuse de contempler avec moi ce spectacle grandiose. La lune claire et souriante inondait le paysage de sa douce clarté. Pas un souffle d'air ne troublait le calme imposant de la nuit. Elle m'a rejoint à contre-cœur car j'ai crié qu'il y avait là-haut un bel endroit pour dormir, une anfractuosité idéale formant comme une alcôve, tapissée de mousse noire. Et là, j'ai eu un moment d'exaltation, comme j'en ai déjà eu un de ceux qui me frappent comme un coup de foudre. Pendant quelques minutes, j'ai déliré, perdu conscience peut-être. Cela l'a effrayée. Et épuisée par son escalade, des forces défaillantes, elle a eu peur de moi. Elle a pris la caverne où je voulais bivouaquer pour un tombeau où je l'enfermerais. Elle a refusé d'y dormir, qualifiant ce beau projet d'extravagance criminelle. J'ai insisté car je jugeais prudent de passer la nuit là. La nuit là, il y avait plus de 3 heures de marche avant de rentrer. Elle a refusé obstinément, terrifiée par l'endroit, répétant qu'elle préférait son lit. Ne la voyant plus en accord avec moi, j'ai pensé qu'elle ne m'aimait plus et je me suis désolée de ce que les femmes ne sachent pas le dire franchement. Et il est vrai que j'ai eu le mauvais goût de faire défiler devant elle le souvenir d'une de mes anciennes maîtresses que j'avais déjà emmenée à cet endroit. Comme elle me le faisait remarquer tout en me traitant d'imbécile heureux parce que je doutais de son amour, je l'ai implorée de me pardonner et lui ai promis de rentrer immédiatement. Elle a retrouvé le sourire et nous sommes repartis tous deux, laissant la querelle au fond des bois. Nous avons erré un moment avant de retrouver notre gîte parce que je ne me souvenais plus du chemin à prendre, mais le décor était tellement féerique. Les rochers et les arbres centenaires prenaient sous la lueur de la lune des postures formidables. On aurait dit une forêt enchantée. Nous sommes rentrés à l'aube avec nos chaussures déchirées, nos pieds et nos mains en sang, nos habits tachés de boue. Elle a conclu en riant. Plus tard, nous raconterons notre équipée dans un livre. Levé à midi, il n'y avait plus trace de ma crise, je m'étais complètement rétablie, mais l'incident avait fait une profonde impression sur Georges. Elle a déclaré vouloir regagner sa mansarde et reprendre sa vie remplie d'activités diverses et d'ingéniosité pratique. Elle a dit que nous vivions ici comme des enfants pervers, sans frein, sans croyance, nous repaissant de nos sensations et oubliant l'humanité qui souffre, oubliant même le travail qui est notre devoir et notre moralisation. Mais moi, il me suffit d'être près d'elle, je n'ai besoin de rien d'autre, je la regarde, je la trouve belle, je suis recueillie, elle me regarde avec bonté, je suis heureux, elle me rage, je suis triste. Mais quoi, me dit-elle, n'y a-t-il au monde que toi et moi? Peut-on toujours vivre repliés sur soi-même? L'amour est-il la seule passion digne de toi? C'est vrai que nous avions oublié tous nos devoirs. Buloz venait de se rappeler à elle, à cause d'un courrier de ce foutu Planche qui lui donnait des nouvelles de ses enfants et de la revue. Maintenant, elle passe l'après-midi à travailler sur 2 textes à la fois, un pour un recueil de contes et l'autre pour Buloz, quel exploiteur. Il ne comprend pas qu'on se repose, lui qui mène une vie de galérien de 18 heures par jour. Mais c'est un paysan savoyard à la forte carrure robuste, jamais souffrant, taillé pour labourer les champs.
Dur pour lui-même, il n'admet chez les autres ni fatigue ni découragement. Il lance les mêmes reproches à tous ses auteurs. Que faites-vous de vos belles qualités? Vous ne travaillez pas, c'est du gâchis. Italique, en forme de verre. Mon imprimeur crie à tue-tête que sa machine est toujours prête. Je me souviens de Nerval tirant des bouts de papier chiffonnés de sa poche et lui disant pour le calmer « Cela finira bien par faire un article !» Georges dit que nous allons manquer d'argent, certes. J'ai l'habitude, je suis le très panier percé serviteur du rude Savoyard de la revue. D'ailleurs, mon argent se réjouit de m'appartenir et il ne reste pas longtemps dans mes poches. Il circule librement et gaiement. Aussi, pendant qu'elle noircit des pages à convertir en espèces sonnantes et trébuchantes, j'ai complété ce journal et j'ai dessiné une petite satire de nous deux. Sous ma propre image, cette légende. Perdu dans la forêt, dans l'esprit de sa maîtresse. Et sous le portrait de Georges en loques, le cœur aussi déchiré que le reste. Elle a souri. Tu me raccommodes si bien, je te veux comme couturier, sauf si tu es aussi paresseux en couture qu'en écriture. J'ai protesté. Comment peux-tu comparer un travail de Guy avec celui de la plume? Je ne suis pas un domestique littéraire, j'ai besoin de temps, je n'ai pas l'inspiration en ce moment, j'admire le labeur incessant de ta vie. Mais je ne suis pas né comme toi avec un petit ressort dans le cerveau dont il ne faut que pousser le bouton pour que la volonté fonctionne. Je travaille à mes heures, ma muse arrive sans que je puisse la convoquer à date fixe. Suis-je un expéditionnaire ou un commis voyageur pour qu'on me chicane sur l'emploi de mon temps? J'ai déjà beaucoup écrit ces derniers temps. Produire du neuf et du vrai ne se décrète pas en un jour. Des vers en italique. On me demande par les rues pourquoi je vais bâillant aux grues, fumant mon cigare au soleil, à quoi se passe ma jeunesse et puis 3 ans de paresse, ce qu'ont fait mes nuits sans sommeil. Eh bien, j'ai composé des poèmes, des drames et des comédies. Elle exagère de me reprocher ma paresse. Un paresseux écrit-il 2 pièces de théâtre et un long récit en vers en 6 mois? Mais pourquoi donc faut-il au poète et à l'artiste le pain de chaque jour aussi bien qu'aux autres hommes? On en revient à Aldo le rimeur et à ses plaintes d'exploiter. Georges, n'as-tu pas fustigé la pression sur le poète? Elle l'admet volontiers, mais elle juge que ce n'est pas parce que l'on possède une sensibilité exacerbée et un art que l'on échappe au sort commun des mortels. Et puis, après le sermon, elle vient m'embrasser. Tu es si indifférent à tout ce qui n'est pas une abstraction de l'art et du beau. Je ne devrais pas t'en faire grief, car c'est ainsi que tu produis une poésie nouvelle et inconnue, pleine de saveurs, d'émotions, d'images poignantes et hardies. Tu es sans prédécesseur parmi les écrivains français, et personne ne peut te reprocher ton indépendance et ta liberté. Dans tous tes conseils à la jeunesse, il y a quelque sourde tentation de la faire imiter. On lui parle d'indépendance, on lui ouvre un grand chemin, et tout doucement, on y trace une petite ornière la plus paternelle possible. Il faudrait alors suivre certaines règles, des anciennes ou des nouvelles, peu importe, obéir à des impératifs de production, cela m'assomme. En réalité, l'art, c'est le sentiment et chacun sent à sa manière. D'où la sottise d'imposer des lois à l'artiste. Elle a fumé un moment sa pipe, puis elle a conclu. Tu devrais écrire un article à propos de tes idées sur l'art, ton refus de suivre les règles et les sermons. Cela fera toujours quelque chose à donner à Bulloz. Nous sommes rentrés hier, je n'ai pas cherché à m'opposer à son idée de retour. En réalité, il était raisonnable de regagner nos pénates. Au matin, nous avons remballé nos affaires, mais je n'étais pas triste. La joie que j'avais dans le cœur rendait mes actions faciles et heureuses. Elle était comme un gai refrain qui charme le travailleur. En aimant Georges, je me sens fière d'aimer. Elle est belle, elle a un esprit qui vaut le mien, bien loin des grisettes, des coquettes ou des bables que j'ai fréquentées. Amarrée à elle par un lien puissant, je m'enivre de ce noble attachement où l'esprit participe autant que le cœur et le corps. Aussi, dans le fiacre qui nous reconduisait vers Paris, j'ai pris la résolution de pondre un mot sur l'art moderne, comme elle l'avait suggéré, et de m'occuper de ma comédie. C'est une pause de ma part d'affecter de ne pas travailler, d'attendre l'inspiration. Elle devrait le savoir. Elle le sait qu'écrire est un labeur éprouvant, acharné. Le talent ne vient pas tout seul en réalité. Le pauvre homme que je suis arrache une à une par le forceps de sa volonté de maigres souris à demi mortes. Elle ne devrait pas m'exhorter à la tâche tel un galérien. Mon impuissance me saute déjà aux yeux. J'ai besoin de me fouetter encore si je veux un vers nouveau. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. L'inspiration m'arrive généralement sous le coup d'une forte émotion. La réflexion nécessaire me saisit par accès comme une passion violente. Elle me vient par intervalles à son heure, malgré moi et n'importe où. Quand je me sens ainsi pris du besoin de produire, j'attends le soir. Je m'enferme avec un petit souper dans ma chambre. J'allume une douzaine de bougies, puis je besogne jusqu'au matin. C'est comme une sorte de fête que je donne à ma muse.
afin qu'elle entre à tire d'aile par les fenêtres ouvertes. J'écoute, j'attends. C'est comme un inconnu qui vous parle à voix basse. On reste quelquefois une nuit sur place, et c'est fatigant. Chaque nerf, chaque fibre tressaille comme un luth que l'on vient d'accorder. On n'écrit pas un mot que tout l'être ne vibre, et au matin, italique et sous forme de vers. Mais quelle singulière et triste impression produit un manuscrit. Tout à l'heure à ma table, tout ce que j'écrivais me semblait admirable. Maintenant, je ne sais, je n'ose y regarder. Parfois, c'est la désillusion, il faut tout reprendre. Oui, j'écris rarement et me plais à le faire. Non pas que la paresse en moi soit ordinaire, mais sitôt que je prends la plume à ce dessin, je crois prendre en galère une rame à la main. Paris, le 25 septembre 1833, Georges. Paris, le 25 septembre 1833, Georges, plus 1 mois et 10 jours. Les jours heureux n'ont pas d'histoire, dit-on, c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai délaissé ce journal. Pourtant, ne pas les raconter est une erreur. Avec le temps, il n'en restera qu'une impression fugitive dans l'esprit. Si je les fixe sur le papier et que je relis ces pages plus tard, cela démontrera leur réalité. Dieu m'a fermé la bouche en me rendant la jeunesse du cœur et me forçant d'avouer qu'il a mis en nous des joies sublimes. Je suis heureuse, très heureuse. Alfred est le seul être qui m'ait comprise, le seul qui m'ait donné un bonheur parfait. Son intimité est si douce, il m'entoure de soins exquis, travaillant de tout cœur à me rendre la vie joyeuse, me parlant à chaque instant avec exaltation de son culte pour moi, cherchant à me distraire quand il me voit inquiète, à m'égayer quand il me sent triste, à m'attendrir sur lui-même quand je suis sévère. Chaque jour, je m'attache davantage à lui, chaque jour, je vois s'effacer en lui les petites choses qui me faisaient souffrir, chaque jour, je vois luire et briller les belles choses que j'admirais. Depuis 3 mois avec lui, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. J'aime son insouciance, sa gaieté. Ma mansarde est pleine de fleurs magnifiques, de friandises exotiques et de billets si doux qu'il m'envoie toute heure de la journée alors qu'il est censé œuvrer à ses pages de théâtre. Même les mauvaises critiques sur mon dernier roman et le triste épisode Planche sont passés comme une comédie. Ce récit des amours de Lélia avec le poète Stegno a fait scandale. J'ai été autant encensée que calomniée. D'un côté, on m'a assuré qu'il était une révolution éclatante dans la littérature contemporaine. Chateaubriand m'a prédit que je serais le Lord Byron de la France, rien de moins. De l'autre, au nom de la morale et de la famille, on a écrit que ce livre atroce et dangereux, ce rêve de dévergondage et de cynisme sentait la boue et la prostitution. Lélia n'était qu'une abominable créature qui court en hurlant comme une lionne après des sens qui lui manquent. On a dit un mal affreux de moi, m'accusant de frigidité comme mon héroïne. Pourtant, mon seul tort a été d'oser écrire ce que les femmes pensent tout bas, que les étreintes des hommes peuvent laisser de marbre celles qui les subissent. Quelques-uns prétendent que je suis Lélia, mais d'autres pourraient se souvenir que je fus jadis Stegno. Je revendique le droit d'être tous les personnages, et pas seulement mon héroïne. J'ai été très insultée, mais j'y suis fort indifférente. Sans doute Alfred a-t-il fait beaucoup pour que ces critiques ne m'atteignent pas. Il m'en a même composé un poème. Tu n'as pas répondu, même par un sourire, à ceux qui s'épuisaient en tourments inconnus pour mettre un peu de fange autour de tes pieds nus. L'encre qui coulait à profusion autour de ce titre a fait vendre. Le tirage était déjà conséquent, un supplémentaire a été commandé. Mais ce succès n'a pas arrêté le scandale. Un article odieux de Capot de Feuillide dans l'Europe littéraire. L'Europe littéraire du 25 août a mis le feu aux poudres. Il a qualifié cette lecture de pernicieuse. Le jour où vous ouvrirez le livre de Lélia, renfermez-vous dans votre cabinet. Si vous avez une fille dont vous voulez que l'âme reste vierge et naïve, envoyez-la jouer au champ avec ses compagnes, de peur d'être contaminée par le poison de ces pages corrosives pleines de pensées ignobles et dévergondées. Et il a lancé des sous-entendus dégoûtants sur ma vie privée. La polémique irritée a dégénéré en querelle. Planche a répliqué à cette attaque en lui envoyant ses témoins, Buloz et Regnault. Au soleil levant, descendus de leur voiture, les journalistes et leurs compagnons se sont avancés d'un air sombre dans les vertes allées du bois de Boulogne. Les duellistes se sont placés à bonne distance. Des coups de feu ont retenti. Et quelques minutes après, les 2 fiacres ont repris le chemin de Paris, chargés des intrépides, satisfaits d'avoir lavé l'affront et de leurs camarades soulagés de n'avoir amené ni blessé ni cadavre. Quelqu'un a raconté que Gustave avait tué une vache de sa balle perdue, mais Buloz m'a assuré avoir pris soin de demander à son propriétaire de la déplacer avant le tir. Qu'est-ce qui lui a pris? Je ne lui avais rien demandé, si ce n'est de répliquer par un autre article, un duel qu'elle manque de tact et de savoir-vivre. Il n'a aucune justification à pareille conduite, il a usurpé une position qui le rend fort incommode.
Les journaux littéraires se sont emparés de l'incident pour s'étonner des droits qu'ils croyaient avoir à ma défense. Maintenant, je suis compromise par cette démarche, beaucoup moins chevaleresque qu'inconséquente et irréfléchie. Depuis notre escapade à Fontainebleau, tous les paris littéraires, c'est qu'Alfred est mon amant. Je ne puis vivre dans l'intimité de deux hommes qui passeraient pour avoir avec moi des rapports de même nature. Cela ne convient à aucun de nous trois. J'ai donc pris le parti très pénible pour moi, mais inévitable d'éloigner Planche, non sans lui promettre une éternelle estime. Cela arrange Alfred, qui ne l'aime pas. Il est débarrassé de son habit noir râpé, de ses manières hérissées et maussades. Moi, j'ai perdu un précieux conseil. Quel besoin avais-je de ce tapage? En plus de la sortie de mon roman, je devais m'occuper d'Alfred et des enfants. Maurice allant être libéré du collège, j'aurais dû organiser les vacances à Nohant avec lui et Solange. Je n'en ai eu ni le temps ni l'envie. Certes, j'ai toujours aimé ce pays, cette nature et ce silence, ce berry où tout est paisible. Mais tout est muet, tout repose, mais tout semble mort. La campagne a du charme, mais aussi un poids. À la Châtre, mes façons libres, mes chevauchées dans les bois, ma manière de vivre déplaisent. J'y retrouve les préjugés étroits et les appréciations mesquines des provinciaux. Dans les petites villes, on sait que la masse fait loi. C'est comme un troupeau de moutons où chacun, poussé par tous, donne le nez là où la moutonnerie entière se jette. De là une aversion instinctive contre celui qui se tient à part, l'indépendance du jugement et le loup dévorant qui bouleverse les esprits dans cette bergerie. Je suis habituée à être scandaleuse. Cela a commencé dès ma jeunesse lorsque je courais la campagne en tenue masculine. Mon précepteur Deschartres, ayant des idées avancées sur l'éducation et la passion de la nature et de la chasse, m'habillait en gamin afin que je puisse cavaler, grimper, sauter sans être gênée par les vêtements qui rendent les femmes impotentes à l'âge où elles ont le plus besoin de développer leur force. C'était une mesure d'hygiène excellente, d'autant plus que je souffrais déjà de rhumatisme et que l'on s'aperçut que l'exercice physique les soulageait. Je me souvenais avoir endossé un petit uniforme de soldat en Espagne afin de plaire à Murat, dont mon père était l'aide de camp. Aussi avais-je adopté son conseil sans difficulté. J'appréciais mon nouveau costume, bien plus agréable pour courir que mes jupons brodés qui restaient en morceaux accrochés à tous les buissons. Ma grand-mère, dont la santé commençait à décliner, n'y fit pas d'objection. Elle me dit juste que vêtue ainsi, je ressemblais tellement à mon père que cela la faisait souffrir. Devant elle, j'évitais donc d'y recourir. À cette époque, j'étais abandonnée en moi-même en toutes choses, ne trouvant plus de contrôle chez ma grand-mère, oubliée en quelque sorte de ma mère, poussée à l'indépendance absolue par Deschartres. Il me paraissait tout simple de ne pas vivre comme la plupart des autres jeunes filles. On me jugea très bizarre. Pour beaucoup, mais pas tous, monter à cheval, enfiler un costume d'homme, aller à la chasse, étudier étaient des activités qu'aucune femme ne se permettrait. Quant à mes relations enjouées et tranquilles avec les fils des amis de mon père, à qui je donnais une poignée de main sans rougir et me troubler comme une dinde amoureuse, c'était de l'effronterie, de la dépravation. Voilà comment j'arrivais à scandaliser effroyablement les commères mâles et femelles de la ville de la Châtre. D'autant plus que ce qu'on appelait autour de moi l'opinion n'avait pour moi aucun sens, aucune valeur, et ne me paraissait d'aucun usage. Après la mort de ma grand-mère, les ragots se sont multipliés. J'allais la nuit dans le cimetière déterrer des cadavres avec des chartres. Je ne dormais jamais, je ne m'étais pas mise au lit depuis 1 an. Certains ont prétendu que ce dernier et moi tirions au pistolet sur des paysans et des enfants pendant nos promenades. Alfred a eu du mal à y croire quand je lui ai raconté. Cela peut paraître exagéré, je ne l'aurais pas cru moi-même si par la suite je ne l'avais vu écrit. J'ai longtemps subi leurs calomnies et leur venin envers ma façon de vivre qu'ils ne comprennent pas. Mon mari non plus d'ailleurs. Casimir a pris la direction du domaine parce que je n'avais aucun goût ni compétence pour la gestion. Il a tout amélioré et bouleversé, il y a contracté des habitudes. Depuis, il s'y cramponne comme à une seconde patrie. Il y vit selon son bon plaisir, il a des maîtresses, ou n'en a pas suivant son appétit. Il boit du vin muscat ou de l'eau claire selon sa soif. Il entasse ou dépense selon son goût. Il bâtit, plante, change, achète, gouverne son bien et sa maison comme il l'entend. Je n'y suis pour rien. Je trouve tout fort bon parce que je sais qu'il a de l'ordre, qu'il est plutôt économe que prodigue, qu'il aime ses enfants et qu'il ne songe qu'à eux. L'administration de Nohant l'occupe et le satisfait, tandis que moi, là-bas, je n'ai d'autre choix que de m'ennuyer. Il n'entend rien à aucun art, n'a le sentiment ni de la forme ni du style, est dénué d'enthousiasme et de passion et n'admire pas la nature, sauf pour son gibier. Pourquoi devrais-je le suivre dans ses inclinations sans tenir compte des miennes? J'avais donc fini par me décider à rester à Paris, puis 1 semaine après le début des vacances, les 2 enfants devaient rejoindre leur père. Ici, Alfred et moi, nous nous étions organisés une vie pleine de joie. Jamais on n'avait vu de compagnie si heureuse et si peu occupée du reste du monde. Le soir, dans mon salon, régnait un désordre charmant à cause de Solange, qui jouait sur le tapis, étendu sur le canapé, je fumais des cigarettes, tandis qu'Alfred barbouillait du papier à mes pieds sur un pouf ou un tabouret. Il amusait ma fille en dessinant des personnages mythiques de son invention, l'écuyer Tourterelle et la princesse Purpurine, le chevalier Colomba du Roseau Vert, le conseiller Gérondif de Pimprenel, l'abbé Potiron de Vent du Soir, le baron Prétextat de Clair de Lune.
Je l'ai rangé avec grand soin dans un album sur lequel j'ai noté son nom. Il s'en est emparé à mon corps défendant en y ajoutant sur la première page: le public est prié de ne pas se méprendre. Ceci est l'album de George Sand, le réceptacle informe de ses aberrations mentales, Mussaillon Ier. Fermez les guillemets. Sauf que personne ne peut être dupe, je ne sais pas dessiner aussi bien. Ces caricatures sont d'une merveilleuse drôlerie. Il a représenté la moue dédaigneuse de Mérimée, le visage chagrin et chafouin de Sainte-Beuve en l'intitulant « Le bedeau du temple canonisant une demoiselle infortunée ». Sous le titre « Fragment de la revue trouvé dans une caisse vide », il a représenté les traits distinctifs de Bulose en morceaux. Un œil, une bouche, une mèche de cheveux, une verrue surmontée d'un poil follet et un bonnet grec. Et lui, il se représentait cheveux au vent, redingote pincée à la taille, chevilles serrées, dans un pantalon à la hussarde, sous la légende « Don Juan allait emprunter 10 sous pour enfoncer Byron ». Quant à moi, j'y suis assise, couchée debout, fumant la pipe, accoudée sur un balcon, vêtue tantôt à la française, tantôt orientale et très embellie. Mon profil nettement dessiné et pur, le nez légèrement busqué, la bouche sensuelle, l'œil impérieux. Sur mes dessins, je suis à cheval, vue de dos. À ma droite, on voit la croupe de sa monture avec son chapeau qui s'envole en dessous, une légende. Admirable sang-froid du cheval nommé Gerdès à la vue d'un danger imprévu. Scène des montagnes où l'on voit la qualité de mon chapeau. C'est Gerdès, le caissier de la revue, qui tient fermement les cordons de la bourse de Bulose, qui va être heureux d'être ainsi représenté. Je lui ai fait remarquer qu'il me dessinait toujours en robe, même sur un cheval. Il m'a avoué que mes façons masculines n'étaient pas sa tasse de thé. Elles m'ont bien servi pourtant. Arrivé dans la capitale avec un pécule très modeste, j'avais très vite compris que je ne pourrais m'offrir les toilettes nécessaires à mes sorties. Sur les pavés, en suivant mes amis, mes fines chaussures craquaient en 2 jours. Les jupons me faisaient tomber, je ne savais pas relever ma robe, j'étais tout le temps crottée, fatiguée, enrhumée. Ma mère m'avait raconté que dans sa jeunesse, ayant connu le même problème, mon père avait imaginé de l'habiller en garçon et cela avait constitué une économie substantielle pour le ménage. Comme je connaissais déjà le procédé, je suivis facilement son conseil, je me fis tailler une redingote en gros drap gris, pantalon et gilet pareil, grâce à quoi je voltigeais d'un bout de Paris à l'autre. Je courais par tous les temps, j'allais au parterre de tous les théâtres, personne ne faisait attention à moi et ne se doutait de mon déguisement, on me prenait pour un étudiant. Mais Alfred ne veut pas entendre parler de sortir avec moi dans ce costume. À la campagne, cela passe, mais pas dans la capitale. J'ai dû le remiser au placard, ainsi que mes bottes, mon béret de velours noir et ma grosse cravate de laine. Il m'a suggéré d'aller chez Herbault, le fournisseur attitré des élégantes du grand monde, qui saurait confectionner des toilettes dignes de ma délicate peau brune, de mes yeux noirs veloutés et de ma jolie taille. Il a mis à la mode des robes couleur manteau de Socrate quand Lamartine a publié un livre sur la mort du philosophe. Pourquoi ne ferait-il pas une robe Lélia ? Me renseignant auprès de Marie sur cette extravagance, elle m'a appris que ce couturier exploitait avec autant de goût que de savoir-faire les succès littéraires du moment. Sa couleur socratique n'était autre que du gris foncé. Moi, je préfère les étoffes orientales, turques, grecques ou persanes, et je vais chez ma couturière habituelle, bien moins onéreuse. Il ne sort jamais sans s'être apprêté une mise très élégante et peut-être un peu outrée. Elle souligne la distinction de ses manières, ses talents de diseur et de valseur. Un soir que nous devions aller au théâtre et que j'avais juste envie de jeter une pèlerine sur une vieille robe et de poser un chapeau quelconque sur mes cheveux, il m'a aidé à me revêtir d'une neuve, à me coiffer, etc. Il a juré par les boyaux de tous les papes passés, présents et à venir qu'elle me seyait à ravir. Pomponnée par ses soins, j'ai eu droit à une liste d'épithètes louangeuses. Sublime, inouïe, délicate, exquise, irrésistible, prodigieuse, incomparable, divine. Après cette bonne demi-heure de préparatifs, Solange a déboulé dans ma chambre avec en main son gobelet rempli d'eau sale de ses pinceaux d'aquarelle. Elle a trébuché sur un de mes souliers d'essayage et l'a déversé sur moi. Je n'ai pu m'empêcher de jurer comme un charretier. « Peste soit de la maladroite, que 80 diables te sautent dessus !» Ils se sont roulés par terre de rire et Alfred a confié à ma fille que sa mère avait beau enfiler des habits magnifiques et restait toujours derrière la parure, sa véritable nature de paysanne du Berry. Le dimanche, mon fils étant de sortie, nous allions nous promener dans les parcs ou sur les boulevards qui offrent des spectacles attrayants et sans cesse renouvelés. Chiens qui jouent de la trompette, lapins membres de l'académie, 10 heures de bonne aventure, marionnettes, mangeurs de cailloux, avaleurs de limailles, danseurs de cordes, tout conspirait contre ma bourse et notre curiosité. Alfred a fait remarquer qu'il n'y a que le dimanche qu'on voit, dans les rues de Paris, des enfants qui pleurent ou qui mangent. Dans la semaine, l'enfance parisienne est beaucoup plus heureuse. Elle n'a pas autant d'indigestion et reçoit moins de taloches. Comme Maurice était parfois triste le soir à la veille de retourner au collège, je faisais monter une lanterne magique et Alfred, au son du piano, racontait des histoires sur Monsieur le Soleil et Madame la Lune.
Lors de sa première journée de vacances, nous avons passé l'après-midi au jardin des plantes. Alfred connaît ces arbres fameux et il leur a raconté la véritable histoire du cèdre du Liban, rapportée de Syrie à dos de dromadaires et d'éléphants, dans le chapeau rempli de terre du botaniste Bernard de Justieu qui avait failli mourir de soif s'étant privé d'eau pour l'arroser. Solange a affirmé qu'elle ne le croyait pas. Un arbre aussi grand ne tient pas dans un chapeau. Ce à quoi Alfred a rétorqué qu'il s'agissait d'un chapeau magique et que l'arbre était alors tout petit puisqu'il n'était encore qu'une jeune pousse. Aujourd'hui, il a 100 ans. Ce dernier détail est vrai, le reste moins. En fait, Jussieu rapporta le pied d'Angleterre dans un pot que pour plus de sûreté, il conserva dans son chapeau pendant tout le voyage de Londres à Paris. La légende a magnifié l'anecdote et Alfred ne s'est pas prévu de l'embellir encore. Planté auprès de la colline du labyrinthe, l'arbre centenaire atteint une belle dimension. « Il est très vieux », a fait remarquer Maurice. « Oui, et c'est déjà un géant. Imagine ce qu'il donnera dans un siècle ou deux. Il sera comme le haricot magique de Jack. » En imitant l'accent d'un lord distingué, il leur a raconté la dernière version de ce conte venu d'outre-Manche. À la ménagerie, il s'est passionné comme eux pour la girafe et l'ours Martin, à qui ils ont lancé les biscuits de leur goûter. Du coup, il voulait les emmener manger des glaces chez Tortoni. Même si c'est le meilleur glacier de Paris, j'ai estimé qu'un café n'était pas un endroit pour des enfants, surtout aussi loin de leurs petites jambes. On a acheté 2 tablettes de chocolat, 3 sous chez l'épicier et des petits pains qui ont calé leur estomac. En passant par l'île de la Cité, il n'a pas hésité à retracer 10 siècles d'histoire de Paris. Là, a-t-il expliqué, dans l'Antiquité s'élevaient des huttes de boue et de roseaux, qui, grâce aux Romains, se sont changés en édifices de pierre et ont formé Lutèce. Les voies romaines ont sillonné les marécages, la navigation et le commerce ont vivifié les rives de la Seine, puis Attila et son déluge de hydres barbares ont été repoussés grâce à l'intervention divine réclamée par sainte Geneviève. Enfin, les rues des cruels Francs et leur roi Clovis y ont établi leur domination. Solange a été grandement effrayée par son récit qui précisait qu'un de ses successeurs terminait ses ordonnances par la formule « Si quelqu'un s'écarte de nos commandements, qu'on lui arrache les yeux ». Il nous a entraînés à l'intérieur de la cathédrale où l'architecture gothique était née, fille du génie chrétien et de l'art oriental. Devant les vitraux d'où se déversaient des rayons colorés, il leur a résumé l'histoire d'Esmeralda et de Quasimodo. Ma fille a oublié sa peur et a voulu chercher le sonneur de cloche dans toutes les chapelles pour le consoler de sa difformité. Alfred a précisé qu'il avait vécu il y avait plusieurs siècles. C'était alors une période glorieuse de paix et d'études où la rive gauche de la Seine se couvrait d'écoles et de collèges. Grâce à l'éducation, la barbarie cédait du terrain. Certains rois de France étaient bons et pieux, tel Saint-Louis, le fondateur de la Sorbonne. Maurice a jugé cela moins intéressant que les gargouilles qui l'ont fasciné, et aussi le fait qu'il ait fallu presque 2 siècles pour bâtir l'église. À peine achevée, celle-ci a vu se dérouler la guerre de 100 ans contre les Anglais. Une fois Paris débarrassé d'eux, est venu le temps de la Renaissance et l'invention de l'imprimerie qui a révolutionné le monde. Entre-temps, nous étions enfin arrivés devant le vieux Louvre actuel, triomphe, selon Alfred, de l'architecture humaniste qui a avantageusement remplacé les tours massives et moyenâgeuses de Philippe Auguste. Quand il a déclaré vouloir aller admirer le château des Tuileries, bâti à la même époque, nos jambes lui ont demandé grâce et on est rentré quai mal à quai. Les enfants étaient affamés par notre périple et j'ai demandé à Julie de les faire manger de bonne heure. Pendant qu'ils étaient à la cuisine, nous nous sommes reposés dans le salon. Mes jambes étaient toutes courbaturées. Mais lui ne ressentait aucun éreintement tellement il était enthousiaste de notre périple dans la capitale. Il y a peu, je m'y ennuyais à mourir car je ne saurais y faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Et cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m'en sont 100 fois plus connus. Il a ajouté « Avant de te rencontrer, j'étais totalement le fantasio du début de ma pièce, lassé de tout, maudissant la vie, déblatérant contre le soleil couchant manqué, la nature pitoyable, les méchants nuages, les rues sales et enfumées, regrettant de ne pouvoir sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2, seule l'ivresse me divertissait de moi-même. Aujourd'hui, c'est toi et notre amour. » En moi-même, je songeais. Pour combien de temps? Mais ne souhaitant pas être rabat-joie, je répliquais. Cette fatigue de soi-même et du monde se dissipe aussi dès que l'on prend la plume. L'écriture nous sauve. Je le vis alors s'attapler devant mon secrétaire et gribouiller pendant que je m'occupais de mettre les enfants en tenue de nuit. Voilà, madame, proclama-t-il pompeusement, le résultat de mes élucubrations. La fin de sa scène se terminait par une réplique qui me déplut. Un sonnet vaut mieux qu'un long poème, et un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet. En riant, je lui dis qu'effectivement, un verre de vin était plus facile à boire qu'à écrire. Il se replongea sur ses feuilles de papier. « Quelle misérable chose que l'homme !» déclama-t-il 10 minutes plus tard.
apprendre des années pour savoir écrire, être obligé de jouer du violon 10 ans pour être un musicien passable, apprendre pour être peintre, devenir palefrenier, apprendre pour faire une omelette. Maurice, qui a lui aussi une certaine tendance à la paresse, applaudit à deux mains et allégua qu'Alfred avait parfaitement raison. Nous avons été mal conçus par notre Créateur. Il aurait dû nous donner la faculté de tout savoir rien qu'en remplissant notre cerveau avec nos yeux, en regardant simplement les autres faire. Nous avons éclaté de rire. Seule Solange a observé d'une toute petite voix qu'elle aimait bien apprendre des choses. Alfred a convenu qu'enfant, c'est une grande satisfaction, mais qu'une fois adulte, la lassitude survient. Cette semaine-là, j'ai eu l'impression d'avoir 3 gamins à la maison, chacun poursuivant leur but, leur rêve et agissant comme bon leur semblait. À la fin, j'ai été contente de voir Solange et Maurice partir chez leur père avec Boucoiran. J'avais besoin d'un peu de repos. Cela aussi satisfait Alfred. Cela a aussi satisfait Alfred, qui se fatiguait de jouer à l'ami amusant de maman. De plus, il est un peu exclusif. À ses yeux, je devrais m'occuper uniquement de lui et de notre amour. Un vers lui suffit à résumer notre vie. Se voir le plus possible et s'aimer seulement. Les amitiés que je cultive et qui désapprouvent, les livres que je lis avec plaisir et qui n'aiment pas, le tabac d'Orient que je fume avec volupté et qui parfois le dérange, de vieilles lettres que je classe ou des portraits que je touche avec mélancolie, ont le don de l'agacer. Sans compter ces sarcasmes sur les Saint-Simoniens dont je juge les idées intéressantes et que j'essaie d'étudier. Cette dispersion de mes pensées lui inspire une indignation qui parfois m'égaie, parce qu'il la tourne lui-même en ridicule, parfois m'effraie, lorsqu'il se prend trop au sérieux. Non, l'amour n'est pas l'unique point. Autour duquel tourne mon monde. Ce n'est pas un autel auquel il faudrait tout sacrifier. Il en convient très joliment quand il me voit chagrine à cause de ses griefs. Il me cajole, me divinise en ajoutant que j'ai 100 fois raison contre lui, qu'il n'est qu'un fou amoureux. Il sait si bien se faire pardonner et même en vers. Des vers ? Faisons-nous des amours qui n'ont pas de vieillesse, que l'on dise de nous quand nous mourrons tous deux. Ils n'ont jamais connu la crainte ni l'envie. Voilà le sentier vert où, durant cette vie, en se parlant tout bas, ils souriaient entre eux. Quel beau programme! Nos promenades sans les enfants nous ont emmenés plus loin. De temps en temps, au bois de Boulogne, une petite forêt encore un peu sauvage, négligée, mystérieuse et champêtre, plus adaptée à des marches amicales qu'à des duels sanglants. Alfred sait répandre dans la conversation la merveilleuse variété qu'on trouve dans ses écrits. Une pensée profonde et saisissante qui ouvre des horizons inédits, et parfois des idées mélancoliques et sombres, qui noient le cœur dans un brouillard impénétrable aussitôt dissipé par des traits caustiques et acérés ou des plaisanteries habiles. Avec une intelligence de sa trempe, l'ennui est impossible. Et comme il a beaucoup vécu, comme il le prétend, il a 1000 anecdotes en tête, telle l'histoire de ce propriétaire du café de Foix, qui, prévenu par un de ses garçons qu'un homme bien mis venait de glisser un couteau et une fourchette dans sa poche, défendit que l'on dit un mot et se contenta d'ajouter sur la note du client plus pour un couvert d'argent que monsieur a mis dans sa poche 10 francs. Le voleur paya sans observation et ne revint plus. Nous donnons des soupers très joyeux où Alfred rayonne d'allégresse et invente 1000 facéties. Un jour, travesti en marquis du siècle dernier, un autre en servante normande, un soir prenant au mot un de nos amis qui déplorait notre manque de sérieux, nous avons projeté un dîner philosophique et politique. J'avais invité quelques rédacteurs de la revue, entre autres L'Herminier, professeur de législation comparée au Collège de France, un colosse aimable à l'éloquence débordante. Afin de lui offrir un convive digne de sa conversation savante, nous avions déguisé 2 bureaux, l'incomparable Pierrot des Funambules, dont la figure n'est connue qu'enfarinée, en membres distingués de la Chambre des communes. En habit noir, jabot à large tuyau, cravate empesée, escarpin et gants glacés, distant et hautain, il a parfaitement mystifié la tablée en jouant le rôle d'un Anglais, venu tout droit de Londres, qui traversait la France pour se rendre en Autriche avec des instructions extrêmement secrètes de son gouvernement. Assis à la table d'honneur, personne ne l'a reconnu. Alors que j'avais mis la conversation sur la politique étrangère pendant un discours enflammé du professeur sur l'équilibre européen, l'Anglais, semblant sortir de son demi-sommeil accablé par le verbiage du philosophe, a pris la parole. « Voulez-vous savoir, monsieur, comment je comprends l'équilibre européen? Le voici, je vais tâcher d'être clair. » Il s'est emparé de son assiette-ville, l'a lancée en l'air en la faisant tournoyer et l'a rattrapée magistralement sur la pointe de son couteau au grand ébahissement des invités. Tel est l'emblème de l'équilibre européen. À l'étonnement ont succédé des éclats de rire qui ont redoublé lorsque la jeune servante sans expérience, fraîchement débarquée de Normandie, qui ne faisait que des sottises depuis le début du dîner,
laissant tomber tout ce qu'elle touchait, servant une fourchette quand il fallait un couteau, paniqué par mes reproches qui augmentaient sa maladresse, renversa la carafe d'eau sur l'herminier, qui se mit à pester contre elle dans sa gesticulation pour tenter de réparer sa faute. Sa perruque est tombée, dévoilant Alfred. Alors il a pris place à table, sans quitter son déguisement, et a mangé sa part du dîner qu'il avait si mal servi. Une fin d'après-midi, un jeune écrivain, un grand garçon pâle avec une figure de Christ, qui bredouillait en parlant, est venu me voir à ma fin de me faire grand compliment de Lélia et de mes œuvres en général. Auprès de moi, il a vu un jeune homme blond qui ne disait mot. Comme je lui demandais ce qu'il pensait des nouvelles publications de la revue, en expert consommé, il s'est mis à critiquer Rolla, Namouna et quelques autres poèmes d'Alfred, ne concevant rien à l'engouement pour des vers qu'il jugeait à peine supportables. Mon ami blond l'encourageait en souriant et opinait du chef. Jusqu'au moment où, ne maîtrisant plus mon fou rire, je l'ai interrompu tout à coup en disant « J'ai l'honneur de vous présenter M. Alfred de Musset. » Sa figure blanche est devenue vermillon, il s'est levé, s'est excusé et a disparu sans demander son reste. Le lendemain, il est revenu me demander pardon de sa bêtise. Entre-temps, on l'avait moqué d'ignorer ce que le tout Paris littéraire savait. Je l'ai accueilli avec magnanimité. Quelqu'un qui vient reconnaître et tenter d'excuser son erreur est forcément bon. Je ne l'ai pas regretté, car il nous a enchanté d'autres bévues, parfois spirituelles. Ainsi, lorsque Musset lui a demandé « Qu'avez-vous raté dans votre vie ?» il a rétorqué non sans malice. Ma réponse serait plus rapide sur la question inverse. Les soirées peuvent se passer devant le piano que j'ai eu grand mal à payer, mais sans lequel il n'est point de journée délicieuse. Je chante l'Elvire de Don Juan, la Juliette de Roméo ou la Desdémone d'Othello, quand Alfred est seul avec moi ou au milieu d'une page d'écriture. Les notes m'offrent 1000 significations flottantes et favorisent les systèmes d'images. Le fa est jaune, le sol rouge, une voix de soprano est blonde, une voix de contralto est brune, s'amuse-t-il à dire. Il prétend qu'il faut boire du vin de Champagne pour un opéra bouffe, du vin du Rhin pour un opéra sacré, du vin de France pour un opéra seria, et pour Don Juan où la comédie et la tragédie sont mêlées, du punch. Son ouverture est un de nos morceaux préférés, nous adorons Mozart. Alfred donnerait volontiers Meyerbeer et ses trompettes pour un pauvre petit air de Mozart. En matière de goûts musicaux, il est encore plus radical que moi. Il préfère la musique facile, le joli, le gracieux, l'aimable, plus que le beau. Il aime les valses sentimentales de Weber, les romances et sérénades à la guitare ou à la mandoline. Le début de la journée est généralement consacré à l'écriture, mais la matinée disparaît souvent. À cause de nos longues soirées qui se terminent tard dans la nuit, le travail avance, je bâcle, tant pis. Car les dépenses filent. J'ai un arriéré de 700 francs chez le caviste à cause de notre large consommation de grog, de vin et de bière. Heureusement, Lélia se vend bien. J'ai livré Aldo le rimeur à Bulose, Garnier, un conte plus ou moins inspiré de mon poète débauché à Urbain Canel, et j'ai quasiment fini Métella, que je dois à la revue et qu'Alfred est en train de relire quand il ne dort pas. J'ai déjà l'idée d'une autre histoire à laquelle je vais m'atteler. Mon cerveau est tout entrepris par des nouvelles que je maçonne pour gagner, comme dit ma fille, tout l'argent à Bulose. Quant à Alfred, il s'est dessiné lui-même avec brio dans une nouvelle comédie, Fantasio, un libertin blasé, un peu dandy, un peu poète, qui a le mois de mai sur les joues et le mois de janvier dans le cœur. Son double de fantaisie est tout entier animé d'une exaltation désespérée qui le fait disserter sur le mal de vivre avec brio et jouer sa vie comme il joue au jeu. Comment ne pas être attiré et ravi par son inspiration si vive, ce style si net et précis, éloquent et chaleureux sans être ampoulé. Ce n'est pas le vers pur, sec et calme des écrivains du siècle dernier. C'est un mélange d'humour anglais et de boutade bien française. Il est si heureux du résultat. Pouvoir gagner sa vie en s'amusant, c'est ainsi qu'il conçoit l'existence. Un matin, il m'a confié. Je préfère gribouiller de la copie plutôt que de retourner chez Fay, Borel et compagnie m'occuper de chauffage militaire. Le jour où j'ai pu me démettre de mon emploi a été un des plus beaux de ma vie. Je ne voulais plus me laisser mettre au pied le boulet de la bureaucratie, même si au début de ma carrière de poète, je n'étais pas préoccupé par les ventes. C'était un passe-temps. Quand parurent les contes d'Espagne et d'Italie, cela me suffisait que les romantiques crient à la merveille et que les classiques soient effarés. Cela a changé après la mort de mon père. Je ne pouvais plus jouer à l'enfant gâté. À l'idée d'être une gêne pour ma mère ou mon frère, je me révoltais contre moi-même. Il était temps d'agir et de penser en homme responsable. J'ai donc tenté un second ouvrage, en me promettant que si sa publication ne me procurerait pas les moyens d'existence suffisants, je m'engagerais dans les hussards de Chartres ou dans un régiment de lanciers. L'uniforme m'irait bien, j'étais jeune et en bonne santé, j'aimais l'exercice du cheval,
et avec des protections, je pouvais devenir officier. La nécessité a fait office de muse, et je me suis attelée à un spectacle dans un fauteuil. Lorsque j'étais content de ma journée de travail, je me disais en me frottant les mains, je ne suis pas encore soldat. Heureusement, tu ne l'es jamais devenu, ai-je dit en posant un baiser sur sa joue vermillon et frémissante. Je te préfère poète, la littérature y a beaucoup gagné. Je ne sais pas, je me sens un peu Fantasio, qui s'est déguisé en bouffon du roi. Il est redevenu mélancolique. Vais-je passer ma vie à des facéties? J'ai embrassé ses joues dorées, caressé son nez parfait et ses sourcils bien dessinés. Fantasio a empêché le mariage malheureux et forcé de la princesse avec un idiot. C'est vrai, en réalité, j'aime ce métier plus que tout autre. Et en même temps, je ne puis faire aucun métier. Paris, le 2 décembre 1833. Georges. Paris, le 2 décembre 1833, plus 2 mois et 1 semaine. Georges. Depuis 2 mois, je n'ai guère eu le loisir de remplir ces pages. Notre bonheur est tempéré par une activité incessante. Les enfants étant entrés de Nohant, j'ai dû m'occuper d'eux et surtout lever le pied sur nos soirées interminables. Solange s'élève tôt le matin. Maurice a besoin de sommeil quand il rentre du collège. Le week-end, comme disent les fashionable parisiens, entichés de vocabulaire anglais. Alfred le comprend, mais je sens que cela le contrarie. J'essaie de consacrer au travail un minimum de temps. Lui, c'est variable. Il aime les climats agités. Quelques jours tranquilles finissent par l'irriter, comme la contemplation d'un lac sous un soleil permanent. Il a besoin de nuages et de tempêtes. Il n'avoue pas son ennui, mais il lui est impossible de le supporter. J'ai l'impression qu'il ne peut se passer d'excès en tout genre. Des paroxysmes de félicité succèdent à des périodes de sombre mélancolie. « Tu es heureuse, me dit-il, de te réveiller tous les matins avec le cœur à la même place. Quand l'envie de sortir le démange et que je n'en peux plus de fatigue, je l'encourage à y aller sans moi. Ses goûts et ses fantaisies sont faciles à satisfaire. Il adore la bonne compagnie, les soupers mondains, les cafés, les bals masqués, le spectacle imprévu, les diversions du quotidien, un peu trop le vin et l'alcool. Ces derniers temps, je pense qu'il a abusé. Les longs dîners le tuent et je m'en désole, sans compter qu'il retournait une fois à une table de jeu et qu'il a perdu assez gros. Les gens d'imagination ne savent pas jouer. Il leur faut ensuite demander à leur imagination de quoi payer leurs dettes. Cette vie qu'il aime l'épuise. À quoi songe-t-il de détruire ainsi de gaieté de cœur une existence si précieuse et si belle? Mais il refuse les sermons. Je me borne à la prière. Je lui dis que je ne suis qu'une vieille prêcheuse qu'il aime, qui le conjure de ne pas se coucher tard toutes les nuits, qui lui conseille de ne faire excès et abus de rien. Il n'a pas ce droit-là, génie oblige. Je crains pour sa santé. Ses écarlus prématurément. Son frère m'a confié qu'il a déjà eu de véritables crises de fièvre, qui faisaient trembler tous ses membres et le couvraient de sueur froide. En général, il n'en reste aucune trace quelques minutes plus tard. Je n'ai pas voulu l'inquiéter davantage en lui racontant l'épisode survenu au rocher de Franchard. C'était après notre première dispute, une légère discorde sans importance. J'étais éreintée par notre longue marche à travers les bois, et je n'avais pas envie de grimper plus haut comme il le souhaitait. Dépité, il m'a reproché de gâter ce magnifique spectacle qu'il avait déjà admiré avec une précédente maîtresse. Un des plus beaux endroits au monde, assurait-il. Ce n'était guère habile de me faire remarquer qu'il était venu avec une autre. J'avais encore moins envie de le suivre. J'ai dit que je l'attendrais sur ce rocher pendant qu'il escaladerait le voisin. Je l'ai suivi du regard, puis je ne l'ai plus vu. 10 minutes plus tard, un cri d'inexprimable détresse montait jusqu'à moi, un cri rauque, affreux, désespéré. Je me suis élancée comme une flèche dans la direction de la voie. J'ai glissé sur la mousse, déchiré ma robe, rien ne m'arrêtait. Et j'arrivais sans savoir comment auprès d'Alfred, que je trouvais debout, hagard, agité d'un tremblement convulsif. Ma présence a calmé, je lui ai donné ma main et nous avons pu nous asseoir. Je l'ai réchauffé de mes bras et apaisé. J'ai caressé son front fiévreux, desserrant ses tempes enfermées dans un cercle de fer. Il m'a raconté son accès de délire. Il avait vu passer devant lui sur la bruyère un spectre qui courait pâle, les vêtements déchirés, qui lui a jeté un regard hébété et hideux, et lorsqu'il s'est approché et qu'il a vu son visage de plus près, sa face nette, horrible, effrayante, c'était la sienne. C'était lui avec 20 ans de plus, les traits creusés par la débauche ou la maladie, des yeux effarés, une bouche abrutie, quel cauchemar. Oh mon Dieu, est-ce donc là ce que je serais dans mon âge mûr? M'a-t-il demandé avec une angoisse non feinte, véritable hallucination? Image aperçue dans un demi-sommeil parce que nous étions épuisés par la dépense physique? Je ne sais pas. En tout cas, après un peu de repos, il allait mieux et nous sommes rentrés à l'hôtel en nous perdant au milieu des bois, mais sains et saufs. Le lendemain, il n'y paraissait plus rien et Alfred ne songeait qu'à glorifier notre épopée dans la forêt et moquer notre périple de retour. Peut-être n'était-ce qu'une indisposition passagère sans conséquence. J'y accorde sans doute trop d'importance. Moi aussi, j'ai été la proie de mirages, de terreurs stupides, nés de mon imagination fertile. Cela peut arriver à tout le monde. Je me souviens qu'enfant, un soir, pour me décider à avancer alors que je rechignais à marcher, ma mère m'avertit qu'elle allait me laisser seule au milieu de la rue. Persuadée qu'elle ne m'abandonnerait jamais, je m'arrêtai devant un réverbère qu'une allumeuse était en train de mettre en marche. La vieille femme avait entendu notre conversation. Se tournant vers moi, elle me dit d'une voix cassée: «
Prenez garde à moi, c'est moi qui ramasse les méchantes petites filles et je les enferme dans mon réverbère pour toute la nuit. » Il semblait que le diable eût soufflé à cette bonne femme l'idée qui pouvait le plus m'effrayer. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé une terreur pareille à ce qu'elle m'inspira. Le réverbère, avec son réflecteur étincelant, prit aussitôt à mes yeux des proportions fantastiques, et je me voyais déjà enfermée dans cette prison de cristal consumée par la flamme. Je courais auprès de ma mère en poussant des cris aigus. J'entendais rire la vieille derrière moi. Le grincement de la chaîne qu'elle remontait me causa un frisson nerveux. Je me sentis alors élevée de terre et pendue avec la lanterne infernale. Ma mère a mis un temps fou à me calmer. Je ne devrais pas m'inquiéter outre mesure. D'ailleurs, les jours qui suivirent notre retour de Fontainebleau furent gais à me faire croire à la jeunesse éternelle. Alfred exerce sur moi un ascendant irrésistible. Aucun homme ne m'a embrassé avec tant de fougue. Il me presse sur son cœur dans une telle ivresse d'essence. Je n'ai pas les mêmes transports de la chair, mais les siens sont si sincères. Quand je contemple son regard pénétré, la grandeur sur son front pensif, son sourire doux et railleur à la fois, je suis incapable de lui résister. À Franchard, pendant qu'il me parlait debout sur une pierre à la lueur de ses belles étoiles, qu'il me montrait du bras éclairé par la lune, son visage était superbe, sa taille fine s'élevait presque jusqu'au ciel. Il avait à mes yeux les proportions et les prestiges du génie. À la réflexion, le spectre qu'il a vu cette nuit-là doit être le fruit de ses préoccupations sur ses dissipations, une allégorie née de ses réflexions amères. La perte de son père l'a fait réfléchir sur sa jeunesse insouciante et tapageuse, souffrant de ses airs blasés, en proie à une tristesse que ne parvient plus à chasser sa vie de plaisir et d'excès. Il est mûr pour une grande crise morale. Il n'est pas étonnant qu'elle se manifeste physiquement dans un corps maladif. Quand, au lieu de travailler ou de se reposer, il a été boire dans je ne sais quel café à la mode, il vient se faire pardonner, il s'agenouille, pose sa jolie tête de chérubin sur moi et me dit « Vois, je suis à tes pieds, moi qui n'ai jamais mis le genou en terre sans y mettre le cœur. » Il y a dans sa soumission quelque chose de si honnête et de si tendre que j'en suis toujours saisie. Il reste là, tremblant devant moi, comme un pauvre enfant, lui, le grand poète, l'implacable railleur vaincu par la passion. Comment ne pas ressentir un peu d'orgueil et d'ivresse face à un tel spectacle? Après tout, de ces fêtes nocturnes, il retire des diamants, des vers admirables, taillés et ciselés grâce à son talent. Comment en vouloir à sa nature enthousiaste? Son inspiration plane au-dessus de ces folies des jeunes hommes. Il s'est tiré de ces débordements des cris de douleur navrants et sublimes qui en enseignent plus au lecteur que toute la morale d'œuvres honnêtes. Quelquefois, il arrivera Dieu, le front inspiré, et il me dit « Je t'ai obéi, j'ai travaillé, ta voix m'a stimulé, je viens d'écrire 8 heures de suite sans désemparer. Tu vois que ton amour me fait renaître. Grâce à toi, je redeviens moi-même confiant et fier. Je ne cherche plus l'abrutissement de l'ivresse que l'on me reproche et dont j'ai honte parfois. » Il n'a pas le travers des écrivains qui posent. Il vit à sa fantaisie sans projet de fortune ou de gloire. Ses sentiments, ses écrits, ses paroles sont comme sa vie imprévue et poétique. Il cultive une imagination alerte, une insouciance d'enfant, l'indifférence de l'opinion et du temps qui passe. Alfred est le poète aimé, dont les fautes elles-mêmes passionnent ceux qui l'admirent. Il peut impunément laisser dire tout haut quel homme il est, parler de ses manquements, je ne le comprends que mieux. Sa force de séduction est telle qu'il n'a pas besoin d'un avocat pour sa défense. Qu'on me le laisse avec son cœur et ses faiblesses. Son génie, si douloureusement trempé de larmes, suffira à l'absoudre à mes yeux. Je lui ai montré une pièce en 6 scènes intitulée « Une conspiration en 1537 » dont j'avais conçu le projet il y a quelques années en lisant les chroniques florentines de Benedetto Varchi. J'y avais découvert un sujet dramatique et neuf, l'aventure de Lorenzo de Médicis, qui, vivant à la cour du duc d'Alexandre son cousin, avait par une longue et savante dissimulation gagné la confiance de celui-ci et préparé le guet-apens où le tyran de Florence devait trouver la mort le 6 janvier 1537. À l'époque, les scènes historiques étaient à la mode et je cherchais ma voie en littérature. Je m'essayais dans divers genres. J'ai retrouvé le manuscrit dans mes vieux papiers, une quarantaine de feuillets que j'avais presque oubliés. Nous nous accordons sur le fait qu'elle est mauvaise, telle qu'elle, mais le sujet l'intéresse. J'avais fait de Lorenzo un homme totalement désabusé et déçu par l'humanité tout entière. Il s'était rapproché du duc dans le but de l'abattre, d'interrompre la tyrannie et de redonner la liberté à la cité. Mais ayant réalisé que cette mort ne provoquera pas un changement de régime, seulement le remplacement d'un dictateur par un autre, il avait différé son acte. Ce n'était qu'en apprenant la tentative du duc de séduire sa sœur Caterina qu'il avait accompli son dessein. « Cette histoire est fascinante, » m'a assuré Alfred. « Il faudrait creuser le caractère de Lorenzo, accroître, préciser et corser l'intrigue, montrer la colère du peuple et la violence des familles puissantes qui se dressent les unes contre les autres. Et puis, il y a quelque chose de philanthropique ou moral dans ce personnage que je ne cerne pas pour l'instant, mais qui est là à l'état de larve. » J'étais un peu sceptique et je n'avais aucune envie de m'y remettre. Quand on a écrit quelque chose de médiocre, il est difficile d'y revenir. Je lui ai répété que j'étais peu douée pour le théâtre, il y a trop de contraintes pour mon imagination. Lui aussi aime à s'en affranchir.
Il faut bien que les metteurs en scène et les régisseurs secouent aussi leur imagination. Là, il faudrait peindre une vaste fresque historique de la Renaissance italienne, plus de tableaux avec des décors variés, plus de personnages, des bourgeois, des marchands, des filles, des dames nobles, des prêtres véreux, des grands seigneurs, du tumulte, des mouvements de foule, de riches costumes, de la couleur, du mouvement, du relief, du pittoresque et de l'émotion. Bref, créer une atmosphère de grâce et de puissance, de tendresse et de cruauté. Il s'échauffait magnifiquement en évoquant ce plan, puis il a repris son calme et son sérieux. Ce n'est pas le problème principal. Quand tu commences une pièce, tu sais d'où tu pars, par où tu passes et où tu arrives. Il y a donc un grand mérite de ligne droite qui donne une grande solidité à ce que tu as écrit. Mais de là aussi un manque de souplesse et d'imprévu. Le spectacle est trop logique. Il ne perd jamais la tête. Moi, au contraire, au courant d'une scène ou d'un morceau de poésie, il m'arrive tout à coup de changer de route, de culbuter mon propre plan, de me retourner contre mon personnage préféré et de le faire battre par son interlocuteur. J'étais partie pour Madrid et je vais à Constantinople. Tu penses que Lorenzo ne va pas tuer le duc alors? Je ne sais pas. En tout cas, le personnage est passionnant. Il faut le complexifier. C'est Musset qui parle. Il ne peut pas tuer le duc uniquement par amour de sa sœur. Il pourrait l'assassiner par politique. Non, cela ne va pas. Il a fomenté ce projet pour lui parce qu'il pense que c'est sa destinée. Il s'est plongé dans la trahison en prenant Brutus comme modèle, mais Brutus a trahi César par ambition afin de gagner le pouvoir. Ce n'est pas le cas de Lorenzo. Par idéal? Par idéal, c'est un peu idéaliste justement. Ce n'est pas moi, j'aspire à l'idéal, mais je sais bien qu'il n'existe pas. Lorenzo n'est pas un illuminé, il me ressemble. Je veux qu'il me ressemble. Lorenzo incarne l'angoisse d'Hamlet d'être ou de ne pas être. Il est une sorte de héros qui se perd dans la débauche avec une intention sublime. Une âme franche et indépendante, détournée de sa loyauté naturelle par le rôle qu'il s'impose. À cause de son projet de la fréquentation du duc, il a connu la bassesse, la lâcheté, les trahisons, les faiblesses des hommes, leur nature malsaine comme moi. Le séjour dans le vice laisse une empreinte ineffable. On ne souille pas impunément son cœur. Il a dit cela avec un air sombre et inquiet. Comme il voit le moyen de faire sortir de cette pièce un drame original et puissant, je lui ai accordé sans peine et avec un immense soulagement de lui céder mon manuscrit en lui laissant toute liberté de l'utiliser comme bon lui semblerait. Ce projet l'occupera sainement. De plus, il ajoute du crédit à nos envies de voyage en Italie. Nous sommes tous de grands amateurs de la Renaissance italienne. Nous avons en commun une immense curiosité pour ce pays dont l'art nous a procuré tant de joie et d'admiration. Nous avons parcouru ensemble les travées du Louvre et admiré les portraits de Léonard, les sculptures de Michel-Ange, les peintures de Raphaël, du Titien. C'est la patrie de Dante, Casanova, Machiavel et Boccace, le berceau de la musique de Zingarelli, Rossini, Donizetti, Bellini, Cherubini. À vivre dans une atmosphère d'opéra italien, ce rêve est dans l'air depuis longtemps. Voilà que ce sujet est un merveilleux prétexte pour voir et peindre le décor de sa pièce. Il s'est procuré un guide. Notre table est encombrée de cartes et il échafaude 20 périples à travers la botte méditerranéenne. Milan, Florence, Pise, Naples, Venise, etc. Ce serait aussi un moyen de revivifier notre amour, car ces derniers temps, il est en train de tomber dans les pires travers. Je vois bien que quand la mauvaise humeur le ronge, mes manières l'agacent. Un soir, nous sommes sortis sur le quai parce que je voulais lui montrer cette grande ligne de réverbères qui tremble dans la Seine et qui dessine dans l'eau des zigzags de feu. Je lui ai confié mon envie de sauter dans le fleuve pour voir quelles étranges sarabandes les esprits de l'eau dansaient avec les esprits du feu dans ce palais enchanté. Il s'est moqué de mon admiration envers cette illumination aquatique. Certes, c'était une idée stupide, un galimatia, mais elle ne valait pas son mépris. Il a haussé les épaules. « Je n'aime pas les idées fantastiques », a-t-il maugréé, et il est remonté seul à l'appartement en me lançant. « Amuse-toi à rêver si cela te plaît. » On est loin des égards qu'il me montrait au début de notre liaison. Quand je me sens lasse et fatiguée de dîner dehors, il me reproche mon vilain caractère. « Est-ce que tu ne deviendras jamais plus aimable que cela, et pourquoi ne veux-tu pas venir ?» me lance-t-il. Si je dis que je n'en ai nulle envie, que je préfère un régime sain, ce qu'il appelle un menu pythagorique, pois, salade et fenouil, il insiste. Viens avec moi manger un riz aux huîtres et boire une bouteille de vin. Je suis obligée de l'envoyer au diable, je le traite en riant d'empoisonneur. Tu voudrais m'abrutir par des digestions laborieuses et m'affadir le caractère par de liquoreuses boissons. Mais il le prend mal, il boude un moment, puis il s'y fait. Parfois, je souhaiterais qu'il y aille sans moi. Au début, il avait accepté, mais il déteste me laisser seule, car Alfred est possessif et soupçonneux. Un mot l'irrite, un regard l'effraie, il est jaloux du nombre. Il n'y a pas de calme possible dans son amour. Il craint le mensonge par-dessus tout. Il a souffert d'une trahison de son premier amour ou de plusieurs femmes, je n'ai pas bien compris, ni souhaité qu'il s'étende là-dessus. À l'âge où l'on cherche un amour éternel et absolu, se voir bafoué lui a causé une blessure dont il ne s'est pas relevé.
Quand il a mis sa confiance en quelqu'un et qu'il s'aperçoit que cette personne le trompe, que ce soit une maîtresse ou un ami, cela lui cause le même effet que la poignée de main de la statue de pierre dans la scène finale de Don Juan. Au moment où le débauché sent le marbre sur sa paume, il se sent pris d'un froid mortel et tombe en convulsion. « Si tu m'aimes, ne me mens jamais, fût-ce dans les moindres choses. Le mensonge me semble horrible et je ne puis le supporter. » m'a-t-il supplié un jour. Il veut parfois lire mes lettres à ceux qu'il soupçonne d'avoir été mes amants. Quelle bêtise. L'autre jour, alors que j'écrivais à mon vieil ami Gustave Papet, à propos de mon fils, il a regardé par-dessus mon épaule. « Je suis un misérable fou », m'a-t-il soufflé à l'oreille, mais je ne puis rien garder sur le cœur. « Qui est pour toi ce Papet ?» Je suis restée pensive et nous avons échangé 2 ou 3 regards froids et colériques, presque ennemis. J'ai ouvert le tiroir de mon secrétaire, en ai tiré un paquet de lettres attaché avec un ruban de soie et les jeté devant lui sans dire un mot. Je me suis levée, me suis rassise dans un fauteuil en désignant le meuble d'un geste de la main. « Tu peux fouiller tous les tiroirs et lire tout ce qu'il y a écrit de ma main ou de main étrangère. » Je n'avais plus ni inquiétude ni pitié pour lui. J'étais pleine de colère, offusquée de son manque de confiance. Il n'a même pas ramassé le paquet. Il s'est aussitôt jeté à mes pieds, pénétré de repentir. « Georges, Georges, je suis navrée, j'ai le cœur faussé par des expériences déplorables. Des femmes m'ont trompée, mais pas toi, je le sais. Pardonne-moi, pardonne-moi, je t'en supplie. » On s'est embrassés, je l'ai absous comme d'habitude, on n'en a plus jamais reparlé. Mais je le vois réfréner certains mouvements, par exemple, s'il admire Sainte-Beuve. Il ne peut s'empêcher une once de jalousie qu'il se reproche aussitôt. Il dit que le critique a une âme de prêtre et que je le prends comme confesseur. Cela n'est pas faux, il m'inspire confiance et c'est un excellent conseil. J'ai été obligée de cacher ma dernière lettre parce que j'y parlais de nous. Heureusement, comme Alfred dort le matin, je suis libre de mes mouvements jusqu'à midi. Cela dit, je ne confie pas tout à Sainte-Beuve car il est aussi une commère. Je n'ai pas évoqué nos disputes qui reviennent de plus en plus fréquemment. La dernière s'est déroulée avant-hier soir. Je me réjouissais d'aller au théâtre italien. On lui donnait la pièce de Dumas. Antony, joué par Marie, que je ne pouvais pas manquer. Divers morceaux de musique exécutés par Liszt, suivi de la symphonie fantastique dirigée par Berlioz en personne. Vaste et alléchant programme, Marie fut couverte d'applaudissements. De même le Weber, joué par Liszt, avec sa fougue entraînante, mais ensuite, l'inexpérience de Berlioz dans l'art de conduire un orchestre embrouilla ses musiciens. Comme il était fort tard et que le règlement du théâtre n'obligeait pas ses musiciens à jouer après minuit, une partie d'entre eux, indisposés par les maestros, s'en alla avant la fin, alors que la salle réclamait la symphonie. Impossible de l'exécuter avec 5 violons, Berlioz renonça, et les spectateurs durent s'en aller très désappointés. En sortant, les ennemis du compositeur ne manquèrent pas de le tourner en ridicule en disant que sa musique faisait fuir les musiciens. Frustré de musique, Alfred voulut poursuivre la soirée au bal. Moi, je n'en pouvais plus, je désirais rentrer. Il a insisté, m'a traité de rabat-joie. Je lui ai rappelé qu'il n'avait rien écrit depuis 8 jours et que nos finances étaient au plus mal. Finances. Il l'a mal pris et a déclaré qu'il avait suffisamment d'économies pour se passer de labeur pendant quelques mois et qu'il trouverait l'argent pour l'Italie. Il avait besoin de gaieté et d'occupation, pas d'aller dormir. À ce moment-là, on a trouvé un fiacre. On est monté dedans et il a dit qu'il me déposait chez moi, lui poursuivrait au bal de l'opéra. Et il a ajouté avec aigreur qu'il dormirait rue de Grenelle. Ne voulant pas le mécontenter davantage, je lui ai dit doucement. « Tu es un homme de cœur, précisément parce que tu souffres du vide de ton cœur. Tu es malheureux parce que l'artiste n'est pas content de lui-même. » Eh bien, tu te trompes, c'est le contraire. C'est l'homme qui souffre dans l'artiste et qui l'étouffe. Je ne sais que faire de moi, vois-tu. L'ennui me tue. L'ennui de quoi? L'ennui de tout, je ne sais pas. Comme toi, être attentif et calme pendant 6 heures de travail, faire un tour de jardin en jetant du pain aux moineaux, recommencer à travailler pendant 4 heures et ensuite sourire le soir à 2 ou 3 importuns tels que moi, par exemple, en attendant l'heure du sommeil. Mon sommeil à moi est mauvais, mes promenades sont agitées, mon travail est fiévreux. J'ai besoin de me divertir, je vais souper et voir quelques belles femmes qui ne me fera pas de métaphysique. Les hoquets de la voiture sur le pavé qui nous secouait ajoutaient à son agitation. « Tu travailles donc au suicide de ton intelligence ?» répliquai-je ironiquement, ulcéré de sa saillie. « Ma plume, instrument de ma gloire et l'instrument de mon supplice. Puisque je ne sais pas travailler sans souffrir, tu sais très bien que je ne travaille un peu proprement que quand je tombe de fatigue. » Toujours la même rengaine. « Je crains bien que cette manière de produire te tue. » Il m'a contemplé avec agacement. J'ai été éreinté et porté au nu, ce qui, de nos jours, constitue le plus grand succès possible. Et à présent, je me donne pendant quelques mois ou quelques semaines du luxe et du plaisir tant que l'argent dure. Quand il n'y a plus rien, c'est pour le mieux, puisque je suis également au bout de mes forces et de mes désirs. Alors je reprends le travail avec rage, douleur et transport. Et le travail accompli, le loisir et la prodigalité recommencent.
On ne peut pas mener cette vie-là longtemps. Tu mets le feu à ton esprit vital. Certes, le génie s'est développé en toi malgré tout, mais peut-être ton cœur s'est-il atrophié. Peut-être ne seras-tu jamais ni un homme ni un artiste complet. Il m'a jeté un regard méchant, il m'a fait presque peur, c'était de la haine que j'ai lue dans ses grands yeux bleus. J'avais été trop loin. Et que m'importe de vivre longtemps, lança-t-il rageusement. Je ne saurais être didactique et monotone comme un discours académique juste pour vivre quelques années de plus. Nous étions arrivés quai Malaquais, je suis descendu sans rien dire, il a claqué la portière et les chevaux sont repartis au trot. J'ai eu tort de l'attaquer ainsi, on n'arrive à rien par trop de lucidité. Et puis même, qui suis-je pour vouloir le changer? Désormais, je me demande si je dois faire la guerre à cette puissance qui est en lui. Est-ce qu'en le persuadant d'être heureux et calme, on ne lui ôterait pas le feu sacré, un animal de cette espèce? Peut-il être traité comme le commun des mortels? La vie douce et réglée que je veux lui donner est-elle réellement l'hygiène qui convient à cette organisation exceptionnelle? Jusque-là, près de mon poète aimé, c'était un épanouissement plein d'orgueil et d'ivresse. À présent, est-ce la gueule de bois? Je crains qu'il ne m'aime plus. Après un sommeil agité, interrompu par le réveil de Solange qui voulait essayer sa nouvelle robe, je l'ai vu débarquer chez moi en habit moins soigné que d'habitude. Pour lui aussi, la nuit n'avait pas été bonne. J'étais heureuse de le revoir, je lui ai fait fête et je lui ai proposé un déjeuner. Il s'est précipité dans mes bras comme ma fille lorsqu'elle est blessée. Il s'est excusé de ne pas m'avoir écouté hier. Si je te disais que je ne trouve déjà plus d'idées riantes dans le vin. Oui, j'ai l'ivresse triste à ce qu'il paraît, je suis si malheureux que j'ai honte de le dire. Ce je ne sais quoi que j'ai dans la poitrine à la place du cœur crie sans cesse après je ne sais quoi, et moi, je ne sais que lui donner pour l'apaiser. J'aime Dieu, et je ne crois pas en lui. J'aime toutes les femmes, et je les méprise toutes. Je l'embrassais, le caressais tout en avouant regretter mes propos d'hier, et en lui demandant pardon. Chacun doit vivre à sa manière, et je ne dois pas m'ériger en mère supérieure prêcheuse. Il m'a rendu mes baisers dans un transport inouï, il m'a pardonné 1000 fois. Cela m'arrive bien souvent, mon amour, que ma bouche dise une parole, comme mon cerveau en dit une autre. Plains-moi, pardonne-moi, je suis malade. Je sais que tu as raison, la vie que je mène est détestable, tu n'es pas la première à me l'affirmer. Parfois je crois que je suis en ruine et que mon génie s'est écroulé comme ces monuments de l'Antiquité qui ne nous frappent plus que par leurs vestiges. Bien sûr que non, je lui ai répondu que l'amour d'un homme, de sa valeur, imposait quelques sacrifices bien légers, comparé au bonheur qu'il procurait, l'amour et l'épanouissement de l'être, la joie du cœur, il convient de l'entretenir, de le préserver. C'est ce à quoi nous devons nous attacher. C'est alors que nous avons pris la décision de partir en Italie, de quitter la capitale grise et froide en hiver pour le climat riant de la Méditerranée. Il nous faut une diversion, nous retombons toujours dans les mêmes traverses stupides. On se fatigue vite de se contempler soi-même, nous sommes des petits êtres. Sitôt épuisé, le roman de chacun de nous est si vite repassé dans sa propre mémoire.